Eh bien, les soins de support ont officiellement bientôt 18 ans, ce sera en février l'année prochaine. Ça n'est qu'officiel parce que ça existe depuis très très longtemps, les soins de support. Mais c'est officiellement la circulaire DHOS qui a mis en place le fait que tous les patients atteints de cancer devaient désormais, quel que soit leur lieu de prise en charge, avoir accès à des soins de support. Ça a permis d'établir une définition de ce que sont les soins de support, et cette définition, vous allez le voir au cours du temps, n'a fait que évoluer. Mais ça reste l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, tout au long de la maladie, à n'importe quel stade, et conjointement au traitement onco-hématologique lorsqu'il y en a. Ça veut dire qu'hier, on vous a expliqué qu'il fallait commencer les soins palliatifs précocement. En fait, il faut commencer les soins de support dès qu'on peut. En 2003, le premier plan cancer a précisé un petit peu les choses en demandant à ce qu'il y ait absolument 2 soins de support qui soient mis en place, que sont la douleur et le soutien psychologique. Je rappelle qu'à cette époque-là, donc il y a 20 ans, quand quelqu'un apprenait qu'il avait un cancer, il se voyait déjà mort. Et puis le plan cancer a évolué en 2009, où on a dit qu'il faut poursuivre la lutte contre le tabac, évidemment. Ça fait toujours des plans cancer, partie des plans cancer actuels aussi. Et puis il faut promouvoir des actions de prévention sur les liens entre l'alimentation, l'activité physique, et puis également une prise en charge sociale. Et pourquoi? Parce que à cette époque-là aussi, avec les innovations thérapeutiques, l'arrivée des platines, des petits platines et puis des taxanes, et puis aussi avec les thérapies ciblées qui ont commencé à pointer leur bout de nez, ben, le pronostic des cancers a finalement changé. Et on a appris à vivre plus longtemps avec un cancer, sans que ce soit forcément immédiatement péjoratif. Le plan cancer 2014 accompagne ça aussi. À cette époque-là, continuent de se développer les thérapies ciblées, et puis l'immunothérapie. Et donc, on commence à parler d'après la maladie. Il va falloir préserver la continuité et la qualité de vie pendant et après la maladie. On propose donc toujours des prises en charge qui sont globales. On n'a pas rajouté de soins de support à ce moment-là. Il faut réduire les séquelles et les risques de second cancer. On est bien dans une maladie qui s'est chronicisée et qui n'est plus complètement morbide. Et donc, on s'intéresse à mon stage, non pas à la quantité de vie, mais à la qualité de la vie. Et c'est bien maintenant notre ADN en oncologie. Tous les petits qui arrivent, les petits oncologues qui arrivent, d'emblée, vont s'inquiéter des soins de support qui vont être mis en place pour leurs patients. Le panier de soins de support a été défini par l'INCa sur la base de 4 soins de support obligatoires, que sont la douleur, la diététique, la psychologie et la prise en charge sociale, et puis 5 soins de support complémentaires, que sont l'activité physique, les conseils d'hygiène de vie, notamment vis-à-vis des addictions, le soutien psychologique, non plus seulement des malades, mais aussi des proches et des aidants, et puis la préservation de la fertilité, et puis la sexualité. 2 techniques particulières d'analgésie qui doivent être renforcées, l'hypnoanalgésie et l'analgésie intrathecale. Et puis la stratégie décennale de lutte contre le cancer, toute récente, qui va nous emmener jusqu'à 2030, qui établit d'emblée qu'il faut limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie. Débrouillez-vous. Alors, on parle maintenant de réhabilitation fonctionnelle, avant le traitement, après le traitement, et de reconstruction post-traitement. Et donc, il nous faut garantir la qualité, l'accessibilité des soins et l'évolution de l'offre de soins de support. Car on l'a exprimé à plusieurs reprises ce matin, il y a des grandes inégalités en fonction des régions, en fonction des catégories sociales, quant à l'accès aux soins.
Et les soins de support, c'est pareil pour eux. Il y a de grandes inégalités. Le panier de soins de support est en train d'évoluer avec cette stratégie décennale, et puis aussi avec le travail qui va être fait par l'INCa, pour développer les nouvelles thérapies complémentaires. Et puis, pour optimiser l'accompagnement médico-psychosocial du patient, mais aussi de son entourage. Le but étant toujours d'améliorer la qualité de vie, de garder les gens dans la vie, de leur permettre d'aller au boulot, de leur permettre d'avancer avec leur maladie qui s'est chronicisée. Concernant les nouvelles thérapies complémentaires, il y a une grosse bibliographie qui est en train d'être faite par la SOS, par la MASC, par l'INCa, pour essayer de dire quelles sont ces thérapies qui apportent de la qualité de vie aux gens, sans nuire au traitement, avec un effet qui ne sera pas négatif, qui sera peut-être positif. C'est assez long à faire parce que c'est un petit peu difficile à mesurer tout ça, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue scientifique. On a des méthodes scientifiques d'analyse qui ne correspondent pas forcément à celles du soin de support. Mais il était temps, il y a beaucoup de patients qui ont accès à ces thérapies maintenant, et il était temps de pouvoir en parler. Le référentiel de l'INCa va appuyer tout ça. Le référentiel de l'INCa, il définit les principes organisationnels qui sont liés à la mise en place d'un parcours de soins de support. Et à chaque fois qu'on s'interroge sur un parcours de soins de support, on réfléchit à 3 thématiques. 1. Quels sont les besoins? 2. Comment on va coordonner les acteurs? Et 3. Quelle sera la qualité des soins qu'on va apporter? Donc, le référentiel de l'INCa, il est sorti en octobre 2021. On est un petit peu au balbutiement. Donc, OPL a travaillé depuis longtemps. Nous établissons une grille de repérage des soins de support qui est facilement trouvable sur le site. Et puis, nos équipes, en Pays de la Loire, sont relativement habituées à évaluer quels sont les besoins en soins de support, quelles vont être les problématiques à venir ou quelles sont les problématiques déjà. Et donc, on est en train de faire un peu avec François-Xavier Piloquet qui s'excuse de ne pas être là et que je remplace. On est en train d'essayer de faire, grâce à mon PL et Delphine Lozay qui nous accompagne, puis aussi Mathilde Campon, un petit tour d'horizon de ce qui se passe en soins de support dans les Pays de la Loire. Et du coup, voilà ce qui en ressort. Tout le monde propose des soins de support. Dans n'importe quel établissement, que ce soit les gros établissements, les petits établissements, il y a ce support de prise en charge de la douleur, il y a ce support diététique, il y a souvent des psychologues, il y a des assistantes sociales. Comment on y accède? Ça devient un petit peu plus flou. C'est un petit peu au bon vouloir de chacun. Il n'y a pas forcément de parcours qui sont très formalisés. Je vous parle de généralité. Alors, il y a des consultations de soins de support qui sont proposées. Ils sont proposés aux nouveaux patients, à ceux qui arrivent assez facilement par les médecins, par les infirmières d'annonce, qui elles font un excellent repérage, et puis parfois par les infirmières qui prennent en charge le patient dans les services. Et ensuite, la façon dont on arrive à la consultation de soins de support est un petit peu floue, parce qu'il n'y a pas toujours de secrétaire, parce qu'il n'y a pas toujours une organisation bien tracée. Souvent, quand les gens arrivent en consultation de soins de support, c'est parce qu'ils sont inscrits dans un parcours. Mais moi, je connais autant de patients que de parcours. Il y a quelques téléconsultations de soins de support qui se font. Ça suppose que les patients soient déjà inscrits dans un parcours où ils ont créé déjà des soins de support. C'est jamais des patients des nouveaux. La téléconsultation, ça a tous ses avantages et tous ses inconvénients que vous connaissez bien. Le souci de la téléconsultation de soins de support, lorsque les médecins qui en pratiquent en ont parlé, c'est surtout que
il leur faut un temps dédié à cette téléconsultation, et que c'est pas rare qu'ils fassent une téléconsultation avec un téléphone qui sonne tous les 5 minutes, et que du coup ça complique un petit peu l'histoire. Et ça c'est tout le problème du distanciel, où on est quand même présent et on sait où nous trouver. Il y a évidemment les équipes mobiles qui se développent de plus en plus. C'est souvent des équipes mobiles dites de soins palliatifs plus que de soins de support. C'est toujours un binôme infirmier-médecin. Parfois, il y a des intervenants sociaux, des intervenants psychologues. J'ai pas entendu parler d'équipe mobile où il y avait de la diététique, mais ça, on n'a pas fini notre petit tour de région. Donc on en parlera, j'espère. Voilà. Ces équipes mobiles, elles ont un rôle de conseil essentiellement. Elles vont rapprocher les gens vers les consultations de soins de support ou vers des hôpitaux de jour de soins de support. Alors du coup, moi, comme je m'occupe d'un hôpital de jour de soins de support, je vous en parle assez facilement. Pourquoi ces hôpitaux de jour voient le jour? Parce que, on l'a dit hier, le patient, on lui envoie un message qui va peut-être un peu le sidérer, un peu l'asseoir, il faut qu'il digère son information, et que quand derrière il y a encore d'autres messages qui arrivent, c'est un peu compliqué. Et donc, on prévoit un temps dédié qui est un petit peu long, avec plusieurs intervenants. Pourquoi on fait ça? Pour éviter que le patient se déplace plusieurs fois, pour qu'il puisse venir avec sa famille. Et puis aussi parce que c'est très rémunérateur. C'est-à-dire que si on peut proposer un hôpital de jour avec 4 interventions, eh bien ça va être très très bien rémunéré. Et c'est un peu le souci des soins de support, c'est que les soins de support viennent en appui des soins spécifiques et ne sont pas très valorisés financièrement aujourd'hui, à moins qu'ils soient organisés sur un parcours dédié, avec des hospitalisations de jour de soins de support, ou avec des consultations coordonnées en soins de support. L'autre particularité des soins de support, c'est que sur une hospitalisation de jour, le travail de chaque intervenant va être correctement tracé, parce que c'est obligatoire en fait. Et qu'il va y avoir une synthèse entre les intervenants qui va permettre d'aboutir à un projet. Et c'est là tout l'intérêt. C'est-à-dire que si on fait plusieurs consultations avec plusieurs intervenants différents, il n'y a pas forcément d'interopérabilité, comme le disait ce matin l'informaticien, entre ces différents intervenants. Et qu'il y a vraiment un intérêt à coordonner les différents intervenants et à ce qu'on crée cette interopérabilité. Et l'hôpital de jour s'y prête très très bien. Alors ça s'appelle hôpital de jour, pour que ce soit côté hôpital de jour. Ça s'appelle aussi consultation coordonnée de soins, si on le souhaite. L'intérêt de l'hôpital de jour, c'est qu'à ce moment-là, on va pouvoir évaluer la qualité de vie du patient, également la qualité de vie du proche qui l'accompagne, et son ressenti par rapport à cette qualité de vie. Et ça, c'est vraiment un atout super intéressant. Par rapport à une consultation, on n'aurait pas le temps de le faire. Il y a également les ateliers d'éducation thérapeutique, avec pas mal d'ateliers qui sont faits sur l'hormonothérapie, qui sont faits sur la diététique, qui sont faits sur le sport aussi un petit peu, enfin l'activité physique, qui sont faits sur la reprise, le retour au travail. Voilà. L'intérêt des ateliers d'éducation thérapeutique, c'est que c'est vraiment des professionnels qui sont spécialisés dans le milieu de la cancérologie, qui vont aller chercher des bibliographies pour préparer leur atelier et accompagner les gens. L'autre intérêt, c'est le travail en groupe. Alors le groupe, ça a ses avantages et ses inconvénients. Il y a des gens pour qui ça va très très bien, ça va être très vertueux, et puis d'autres pas du tout. Il y a plein d'ateliers qui peuvent se mettre en place. Il y a plein d'idées dans tous les hôpitaux autour dans la région.
il y a les associations de patients qui ont aussi cet intérêt que c'est pas le patient que l'on convoque pour qu'il vienne à une consultation dans l'hôpital où il a l'habitude d'être traité, ou que l'on convoque un rendez-vous parce que ça nous semble nécessaire. C'est le patient là qui fait la démarche d'aller vers les associations de patients. En général, le patient ou son entourage. Et du coup, la démarche dans le soin n'est pas la même. C'est lui l'acteur à ce moment-là, c'est lui qui décide. Et c'est peut-être un tort qu'on a dans les hôpitaux d'obliger et de convoquer, en fait. Or, il faut bien faire, il faut qu'on arrive à se retrouver. Donc voici les perspectives qui s'annoncent. On a beaucoup parlé ce matin du DCC. Et potentiellement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de soins de support dans la région. Tous les hôpitaux en font. Et c'est inscrit maintenant dans notre ADN de soignants que de faire du soin de support. La problématique, c'est bien sûr de proposer ces soins aux gens, que ce soit bien affiché, qu'ils sachent où se renseigner. Et Delphine Lozeil va nous présenter l'annuaire tout à l'heure, qui va être d'un grand soutien. Mais la problématique ensuite, une fois qu'on les a reçus en soins de support et qu'on les a engagés vers des soins de support, c'est qu'on puisse communiquer entre nous facilement et qu'il y ait cette interopérabilité entre nous pour ne pas cumuler une même prise en charge dans des endroits différents et en oublier d'autres. Moi, je connais des patients qui connaissent 3 assistantes sociales, mais qui n'ont jamais vu de psychologue. Et donc, l'assistante sociale de l'hôpital s'occupe d'eux. Ils ont également rencontré l'assistante sociale de leur secteur. Comme ils sont un peu âgés, l'assistante sociale du CLIC est venue les voir chez eux. Et les trois, ensuite, il faut qu'elles communiquent. Il va falloir qu'on travaille sur l'écologie des soins de support. On n'arrête pas de dire qu'on n'a pas de temps, qu'on n'est pas assez nombreux, que c'est très chronophage. C'est vrai que c'est chronophage, c'est du soin humain. Donc c'est tout ça en fait. Sauf que si on fait tous 3 fois la même chose pour une même personne, bah, c'est pas très écologique. C'est peut-être nécessaire, mais pas toujours. C'est pas très écologique. Et à côté de ça, on découvre toujours des situations où les gens, ça fait 2 ans qu'ils traînent avec leur maladie, ils n'ont rencontré personne en soins de support. Donc il va falloir vraiment travailler là-dessus. Et peut-être qu'une des façons d'y arriver, et c'est ce qu'on subodore quand on lit le référentiel de l'INCa qui est sorti l'année dernière, c'est qu'en même temps qu'on remette un PPS pour des soins spécifiques au cancer, on puisse remettre un projet personnalisé de soins de support qui accompagne ce PPS. En fait. Et il va également falloir qu'on travaille à bosser hors les murs. On a tous pris un virage ambulatoire, on se rend tous compte que les hospitalisations elles sont plus courtes, elles sont de plus en plus restreintes. Et donc il va falloir vraiment travailler avec les professionnels de ville. Mais pour ça, il faut que les professionnels de ville puissent être financés pour ces soins de support. Parce que quand la diététicienne, la psychologue, tout ça, c'est à la charge du patient, c'est compliqué. Probablement, les forfaitisations vont permettre qu'on puisse s'étendre vers l'extérieur. Et si on s'étend vers l'extérieur, il va vraiment falloir qu'on communique et qu'on se coordonne encore plus entre nous. Et peut-être qu'une des façons de se coordonner le mieux, c'est d'impliquer le patient dans sa prise en charge en soins de support. Les patients en cancérologie, ils le disent tous. Quand ils foutent les pieds à l'hôpital et qu'on leur dit voilà le traitement ça va être ça, les secondaires ça va être ça, la chimio c'est tel jour, après il y aura un scanner, après vous verrez votre oncologue, on verra si on fait des rayons. Ils se disent bien dépossédés de choix en fait. Là, le soin de support, c'est aussi leur permettre d'être acteurs dans leurs soins, de choisir de quels soins ils ont besoin à cet instant. Et il faut les remettre au centre de ce projet de soins de support et d'accompagnement. C'est eux qui devraient demander. C'est pas seulement nous qui devons proposer.
Et du coup, c'est probablement intéressant de travailler autour du patient coordinateur de son soin dans sa prise en charge en soins de support. C'est probablement intéressant d'utiliser un peu plus les prompts dont parlait ce matin Fabrice Denis, et que le patient, lui, décide de son chemin de soins de support. C'est difficile de décider quand on a perdu confiance en soi et quand on est malade, quand on est fatigué. Et pour ça, il faut qu'il soit accompagné. Et du coup, probablement les soignants savent très bien le faire. Probablement on ne laisse pas assez de place non plus à la personne de confiance, qui doit, devant le soin de support, peut prendre toute sa place aussi. Voilà, il y a plein de perspectives, on a beaucoup de choses à faire, on n'est pas très coordonné. On a réussi à mettre en place les soins de support, ça nous a pris 10 ans. On va se donner 10 ans pour bien coordonner les choses. J'espère qu'on établira un projet personnalisé de soins de support qui sera lui aussi dans le DCC. Bonjour, donc moi je vais effectivement maintenant vous présenter plus concrètement l'annuaire des ressources OncoPL, l'annuaire des ressources au sens large, dans lequel on trouve l'annuaire des soins de support et qui est un outil pour connaître l'offre de soins dans la région. Je pense qu'au bout de 2 jours, vous connaissez maintenant par cœur les missions d'OncoPL. Je vous en rappelle une des 4 principales, qui est de développer l'information auprès des professionnels et des patients. Et donc dans les axes, on trouve la construction et la diffusion d'un annuaire des ressources en cancérologie afin d'assurer leur visibilité auprès des professionnels, des institutions et des usagers. Donc l'objectif de cet annuaire, c'est bien d'offrir une lisibilité des structures et des ressources en cancérologie dans la région. La cible principale à l'origine de notre annuaire, ce sont les professionnels. Alors après, cet annuaire il est disponible en libre accès sur le site internet, donc les patients peuvent y accéder, mais vraiment nous on a travaillé pour les professionnels, pour qu'ils sachent où trouver les soins de support et comment orienter leurs patients. Donc là je vous ai mis le lien pour y accéder sur notre site internet, parce qu'on a profité en 2020 de la refonte de notre site pour mettre en place cet annuaire. J'avais pas osé tabler sur une démonstration en ligne, parce que je suis pas sûre que ça fonctionne bien. J'ai vu que ça fonctionnait bien, mais bon. Moi j'ai fait des petites copies d'écran que je vais vous montrer. Alors globalement l'annuaire des ressources, il se présente sous la forme d'une carte dynamique avec une recherche multicritère. Donc on peut avoir une recherche par zone géographique, par type de structure, par type de traitement et par soin oncologique de support. Et ensuite on trouve une page de présentation individuelle par structure, sur lesquelles, sur chaque page, on trouve la présentation de leurs ressources. Donc, sous le bandeau principal, quand vous allez sur notre site, vous cliquez sur le carré bleu annuaire des ressources et vous arrivez donc sur une carte avec tout ce qui est petit icône et à droite les filtres, donc comme je vous le disais, département, type de structure, traitement et soins oncologiques de support, avec également aussi un moteur de recherche par mots-clés. Et donc là, après, une fois que vous avez sélectionné, là par exemple, j'avais sélectionné Loire-Atlantique et établissement de santé autorisé, on a les fiches ensuite qui s'affichent. Alors, si on vient maintenant à l'annuaire des soins de support, un petit rappel juste pour vous dire qu'initialement, il a été créé, on avait mis sur cet annuaire uniquement les soins de support en établissement autorisé. On a inclus dedans tous les soins de support du panier de l'INCa, plus quand même quelques-uns d'autres, enfin tous ceux qui sont proposés en fait des établissements de santé qui peuvent aller plus loin que ceux proposés dans le panier de l'INCa. Ensuite, de fil en aiguille, déjà parce que certains établissements travaillent avec des associations, et puis parce que, en particulier avec le projet spécifique de l'APA, on a eu des contacts avec d'autres structures, on a commencé à intégrer certaines associations qui ont ce qu'on appelle pignon sur rue. Disons qu'on est sûr de ce qu'elles proposent. Alors la Ligue, évidemment, des associations comme le Ciel Bleu ou la Camille pour l'APA. Et ce qu'on a fait également comme choix, c'est de mettre dans cet annuaire vraiment des informations de base, c'est-à-dire quels soins de support sont proposés, un contact, et c'est à peu près tout, et le type de professionnel qui propose des soins de support. C'est un choix qu'on a fait essentiellement pour un problème de mise à jour en fait. Donc le fonctionnement, c'est très simple, il y a un filtre, donc vous avez vu soins oncologiques de support,
Ensuite, on peut filtrer par type de soins de support. Donc, je vais vous montrer qui sont classés là par ordre alphabétique. Et on peut également refaire une recherche par soins de structure et par structure, éventuellement via la carte. Donc là, on a tous les soins de support regroupés. Donc, ça va de l'activité physique à la stomathérapie, en passant par l'éducation thérapeutique, prise en charge de la douleur, etc. Donc, vous pouvez choisir le soin de support que vous voulez. Et à l'inverse, vous pouvez également, grâce à la carte, si vous êtes aller rechercher votre établissement ou aller rechercher un établissement ou une association au plus proche du patient. Donc voilà, là c'était des petites captures d'écran. Par exemple, j'ai sélectionné le Maine-et-Loire, les établissements de santé autorisés avec la prise en charge psychologique. Donc, j'arrive par exemple sur la clinique de Longjoux. Donc, l'affiche, là, si on déroule l'affiche, on a donc les coordonnées de la clinique, éventuellement le tracé des références, et éventuellement d'autres informations sur s'il y a une équipe oncogériatrique, etc. Bref. Et ce qu'on a aussi comme information avant les soins de support, c'est de savoir à qui ces soins de support s'adressent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont uniquement pour les patients pendant le traitement ou après le traitement? Parce qu'on a commencé à travailler sur le PPAC, sur le programme personnalisé après cancer, donc on s'est dit que c'était une information quand même qu'on allait essayer d'avoir et de rajouter dans l'annuaire. Et ensuite, on a aussi l'information de savoir si cet annuaire, enfin ces soins de support s'adressent aux patients de l'établissement uniquement ou aux patients extérieurs de l'établissement, et aussi est-ce qu'ils s'adressent pour les proches et aidants des patients. Et donc après, vous avez tous les soins de support qui sont déclinés. Et ensuite, là par exemple, j'ai cliqué prise en charge psychologique. Sur la petite flèche verte, ça m'ouvre un petit onglet. Donc là, je vois qu'il y a des psychologues, un numéro pour les contacter. Et voilà, donc après, aux praticiens de contacter les personnes. Alors voilà, là je vous ai présenté très rapidement comment ça fonctionne. C'est assez, enfin, il me semble que c'est assez ergonomique et facile d'accès. Je vous invite donc après à aller le voir sur notre site, à le tester. Comme je vous disais, pour l'instant il est un peu, enfin, pour certains pourraient penser qu'il est relativement réduit. Et donc maintenant les perspectives, en fait justement, c'est que sous forme de questions, parce qu'on arrive à un stade où certes on pense que ça peut évoluer, mais ça entraîne aussi un certain nombre de questions juridiques en particulier. Donc les questions qu'on nous pose, qu'on se pose également aussi, c'est est-ce que cet annuaire, il faut qu'on l'ouvre à la ville, donc à toutes les professions libérales en particulier. Quels soins de support référencés? Donc là, nous, on a vu qu'on avait proposé quand même plus large que le panier de soins. On sait qu'il y a des régions qui se sont focalisées uniquement sur le panier de soins parce que justement, dans les soins de support qui sont pas pour l'instant dans le panier de soins, et ben on trouve, c'est en particulier tout ce qui tourne autour du bien-être ou des thérapies complémentaires. On se pose la question de comment intégrer ces soins de support et du coup, sur quels critères en fait. Si on ouvre, quels sont les critères? Et toujours ce problème de mise à jour. Et donc, comme je vous disais, en fait, c'est des questions qu'on se pose tous dans tous les réseaux. Donc, en fait, maintenant, on a un groupe de travail national, enfin, grâce à la DIRESCA, on va travailler sur toutes ces questions, en particulier les questions juridiques, parce que si on ouvre à la ville, il y a la question de savoir qui on met, est-ce qu'on est bien sûr que la personne qu'on référence est honnête et apporte vraiment quelque chose au patient. À l'inverse, si on en met un, comment être sûr qu'on n'oublie pas son voisin? Enfin, il faut être exhaustif du coup si on ouvre. Donc ça aussi c'est compliqué. Et les questions juridiques derrière, c'est qu'est-ce que nous en COPL, ce qu'on risque entre guillemets à ouvrir cet annuaire, voilà, avec toutes les questions derrière. Donc là, on a un petit groupe de travail à l'IRESCA qui commence à répondre à ces questions. Enfin, on a travaillé pour se poser les questions qui vont être donc vues avec une juriste. Et donc on espère l'année prochaine pouvoir avancer avec ces résultats et voir après comment on fait évoluer cet annuaire. Je vous remercie.
je prends la parole en premier, mais rassurez-vous, je ne vais pas dire grand-chose, parce que j'ai la chance d'avoir, au niveau de la Ligue nationale, une personne 100 fois plus compétente que moi, et on m'a dit que le rôle du président, c'est de savoir partager le travail et surtout le faire faire par les autres, donc je te passe la parole. Bonjour. Donc, je me présente brièvement parce que je ne suis pas professionnelle de santé et je suis ravie d'être parmi vous. Du coup, merci de m'avoir invitée. Je suis Ghislaine Achali, je fais partie de la Ligue nationale. J'ai en charge les soins de support. Voilà, et je suis également, depuis une dizaine d'années, moi-même enseignant en activité physique adaptée. Voilà, j'ai plein d'autres casquettes, mais je vais arrêter là parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la Ligue, c'est une association de patients à la base. Voilà, et qu'on est présent sur toute la France. Il y a un comité par département. Les soins de support sont offerts en ville, donc ils sont offerts sans adhésion. Donc voilà, je vais essayer de vous parler d'un sujet, parce que je vous remercie d'avoir parlé justement de la qualité dans la stratégie décennale. Alors la qualité, ça veut dire plein de choses, mais ça veut aussi dire comment on sécurise l'accès aux soins de support pour les patients. Alors je vais... Ah oui, là, je ne présente plus Philippe, tout le monde connaît Philippe? Super. Alors pourquoi le sujet est essentiel? Ben, c'est très simple, hein. Est-ce que vous savez quel pourcentage de patients atteints de cancer a recours à des thérapies complémentaires en France? À peu près, selon les dernières études. 85%. Donc les chiffres de la Miviludes d'il y a 3 ans donnaient 66%, c'est encore plus. D'accord ? Donc ça veut dire quoi? Alors déjà pour quelle raison? La première, c'est que évidemment, alors le patient, lui, quand on lui annonce un cancer, c'est je veux mettre toutes les chances de mon côté. Alors c'est humain, hein, si ça vous arrive ou ça vous est peut-être arrivé, ça m'est arrivé il y a 14 ans. Eh bien, on a évidemment cette pensée qui nous vient. Voilà, et on a aussi cette idée peut-être, puisqu'il y a aussi un très fort pourcentage de personnes, je crois c'est 86% selon la Miviludes, qui en fait pensent que les médecines douces sont plutôt bien vues, bien vécues, etc. Et cette pensée de « ça ne peut pas me faire de mal ». Voilà, donc l'objectif principal qui est évoqué, c'est bien évidemment la peur des effets secondaires, hein, des traitements, il y a des arguments aussi sur le fait de booster un petit peu son corps, son système immunitaire, et puis bien évidemment améliorer sa qualité de vie. Alors, je vous cite l'étude de 2021 évidemment sur les chiffres. Voilà, donc on ne peut plus ignorer le sujet, vous ne pouvez malheureusement plus ignorer le sujet de ces thérapies complémentaires, ou peu importe comment on les appelle, on va en parler après. Malheureusement, le patient, ou heureusement, parce que voilà, le patient y va. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais évoquer la dernière polémique qui a eu lieu avec Doctolib, sur laquelle on a été sollicité directement par eux. J'ai eu certainement comme vous une opinion personnelle qui était de dire mon Dieu, mais Doctolib a une image où moi je vais aller y chercher un docteur, un praticien, quelqu'un de confiance, et que si on mélange dedans un naturopathe, eh bien ça va créer de la confusion, et donc je préférerais peut-être qu'il n'y ait pas d'autres professionnels sur Doctolib. Donc Doctolib a décidé de retirer ces pratiques, et ce qui ne va pas empêcher les patients d'aller les chercher. La dernière étude, c'est plus de 50% des personnes qui font appel à des thérapies complémentaires vont chercher des infos sur le net ou sur les réseaux sociaux. Donc ils vont y trouver absolument de tout, autant que nous leur donnions la meilleure information. Alors, je vais, désolée, ça va être un peu scolaire sur le deuxième slide, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Voilà, donc les thérapies complémentaires, c'est important le mot thérapie, parce que je ne vais pas l'utiliser après, parce que thérapie, ça veut dire que c'est thérapeutique, d'accord? Donc on est dans une thérapie non médicamenteuse, et on est sur quelque chose qui va vraiment avoir un effet pour guérir ou soulager des maladies, on pourrait rajouter prévenir d'ailleurs. Je vais juste faire un aparté, c'est différent de l'alternatif. Je ne parlerai jamais d'alternatif parce que ça veut dire remplacer la médecine conventionnelle, ce qui n'est absolument pas le discours ici, bien que par moment,
certains soins de support, validés par la science, peuvent limiter de la médication sur des antalgiques, sur des anxiolytiques, sur un tas de choses. Donc je vais parler plutôt de pratiques complémentaires. Donc ce sont des approches, voilà, des produits voilà, qui ne sont pas habituellement comme étant considérés faire partie de la médecine. Ensuite, on a évolué vers un terme qui est reconnu internationalement, hein, qui sont les interventions non médicamenteuses. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur des méthodes qui sont non pharmacologiques et qui sont fondées sur de la donnée probante. Je vais en reparler après. Et puis, donc nous, en oncologie, on a la chance d'avoir les soins de support. Donc la définition a été donnée tout à l'heure, merci beaucoup. Et du coup, on va avoir cette notion effectivement de contribution, un petit peu de complémentarité hein, dans le combat contre la maladie et le fait voilà, d'observer, de supporter les traitements, de mieux récupérer, de pouvoir vivre avec, etc. etc. Et puis la notion de soutien, de care et de bien-être, qui sont deux choses différentes entre le thérapeutique et le bien-être. J'ai fini avec ça. Le panier de l'INCa. Le panier de l'INCa, on en a parlé tout à l'heure. Simplement, ce qui est important de rappeler, c'est que dans ce panier de l'INCa, on a effectivement des soins de support qui sont non médicamenteux, d'accord, et qui sont basés donc, sur un niveau de preuve convaincant et suffisant, et qui a donné lieu, j'en profite pour passer un petit message ici, au parcours global post-traitement de cancer, pour lequel la Ligue contre le cancer a 35 comités impliqués et dans lequel nous venons compléter ces 180 € qui sont, je vous l'accorde, extrêmement faibles. D'autant que, par exemple, pour l'APA, vous n'avez que le bilan qui est inclus et donc c'est bien beau de faire un bilan et de donner des conseils, mais si la personne ne peut pas pratiquer derrière parce qu'elle n'a pas les moyens ou qu'elle ne sait pas où aller, nous venons compléter avec les séances d'activité physique adaptées. Voilà, petit message passé. Voilà, alors nous à la Ligue, on y a intégré l'action sociale de sensibilisation de Sourage Tabagie qui fait partie hein, du panier de l'INCa, mais également les soins socio-esthétiques que vous voyez dans les institutions depuis très longtemps et qu'on considère, nous, comme étant un soin essentiel. Alors, pour moi, en tout cas, principalement, ce que je vois, c'est évidemment sur la partie technique, hein, sur le soin des fanères et éviter que les personnes viennent à mes séances en plein hiver avec des tatanes et les ongles de pied qui ont sauté, voilà, et qui ont du mal, du coup, à faire de l'activité physique. Mais c'est évidemment aussi tout ce qui va concerner l'image de soi, les sécheresses cutanées, voilà, le rapport au corps, etc. Donc il y a pas mal d'études qui sont en cours et justement parler de l'extension du panier de l'INCa où sont aux portes du panier de l'INCa les soins que vous voyez affichés. La socio-esthétique, alors les art-thérapies, l'art-thérapie est une psychothérapie à médiation non verbale, donc vous avez un tas d'écoles privées, mais il y a des formations très spécifiques, donc je pense que c'est pour ça que l'INCa prend son temps là-dessus aussi. La méditation, l'hypnose et la sophrologie. J'ai mes antisèches, hein, je suis désolée, j'ai pas fait le programme Oncogite encore depuis 14 ans, il faut que je les mette. Alors, donc, je vais revenir sur effectivement l'histoire de l'intervention non médicamenteuse, d'accord, qui est très différente de ce qui fait du bien. Je m'en sors pas avec mes papiers, c'est pas grave. J'ai pas l'habitude d'avoir du papier. La prochaine fois, j'irai avec ma tablette, c'est promis. Voilà, j'y suis. Donc, c'est très différent de ce qui fait du bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on va parler de risques, on va en parler, hein, là, des dérives thérapeutiques et sectaires, c'est que finalement, il y a sur la pléiade de pratiques, il y en a assez peu qui sont des mauvaises pratiques. Et la plupart des gens qui s'orientent vers ces pratiques, même les personnes qui font un burn-out et qui décident de se former à la sophrologie en 40 heures, eh bien, ils sont plutôt bienveillants, ils ont envie de faire du bien aux gens, ils ont envie d'aider les gens, d'accord? Donc, c'est pas toujours malveillant. La difficulté, c'est effectivement que c'est praticien dépendant, et que donc il faut un cadre. Et pour ça, il y a des invariants méthodologiques hein, d'évaluation que vous connaissez très bien et qu'on va essayer de répliquer sur les INM. Alors moi, je travaille justement au comité d'écriture d'un espèce de guide d'évaluation des INM à la NPIs avec Grégory Minot, où effectivement, voilà, on va aller plutôt vers essayer de trouver un moyen d'aller appeler à notamment développer de la recherche interventionnelle sur le sujet et amener des niveaux de preuve. En réalité, ce qui est important, et vous le voyez ici, il n'y a pas de pratique, il n'y a rien qui est sans risque, hein, c'est comme un médicament. Donc on doit être capable de décrire les risques, on doit être capable de décrire les mécanismes.
Je vais reprendre l'exemple de l'activité physique, je suis désolée. L'activité physique, c'est bon pour la santé, ok, ça fait du bien, c'est vrai. C'est pas grave, tout le monde sait comment je m'appelle. Ou c'est celui de Philippe, peut-être, tout le monde le connaît. Voilà. Sauf que l'activité physique adaptée, ce n'est pas thérapeutique. Ce qui est thérapeutique, c'est un protocole d'activité physique adapté pour tel type de population à tel moment du traitement, avec tel contenu et tel intervenant. Donc c'est le cas pour toutes les pratiques. Ce qui est thérapeutique, c'est un protocole. Et il doit être décrit avec des mécanismes. Donc ça demande effectivement du temps et de la méthodologie qui est un petit peu différente. Laisser randomiser double aveugle, tout ça, c'est un peu compliqué sur une INM. Voilà. Mais bien qu'on veuille aller vers cette sécurisation maximale des pratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces pratiques existent. Même le Reiki, ça existe. Même les magnétiseurs, ça existe. Donc, on a effectivement besoin de connaître, d'informer sur le risque de dérive. Oui, j'aime bien le chat, comme Philippe, on est des fans du chat. Donc, voilà. Donc je vais commencer par le plus facile. En tout cas, je vais dire le moins grave, parce que c'est... Bon, voilà, ça peut aller très loin. C'est le risque financier. Alors, tout le monde connaît les études de Vican, celles de l'Observatoire d'ailleurs sociétal de la lutte contre le cancer. On a déjà un accroissement de la précarité lorsqu'on est malade, d'accord? Un accroissement potentiel. Eh bien, on va venir effectivement aggraver ce risque, puisque tous ces thérapeutes en ville coûtent de l'argent, et ça peut aller très loin. Donc on va voir après un petit peu pourquoi. Ensuite, on a évidemment les risques thérapeutiques. Alors là, c'est un petit peu plus grave, puisqu'on est sur de l'interaction avec les traitements conventionnels. Donc, on a de grosses difficultés, que ce soit sur les interactions ou sur les toxicités, à recenser. Je ne sais plus combien, il y a de dizaines de milliers de plantes. Dans la plante, il faut savoir si c'est la racine, si c'est la plante, si c'est la fleur, si c'est etc. Donc il y a un tas de choses à évaluer. Alors nous à la Ligue, on est en train de travailler avec une unité de l'INSERM à une application qui va aider les professionnels de santé, justement avec des fiches, avec des groupes d'experts, pour que vous puissiez avoir sous les yeux, pour les traitements, quels qu'ils soient, contre les cancers, de traitement des cancers, justement, les interactions avec les molécules. Donc on espère, voilà, on y travaille, mais on espère que ça sera disponible dans l'année qui vient. Voilà. Et puis évidemment le retard de diagnostic, les problèmes d'observance, et ça c'est voilà, des pertes de chance pour les malades. Et puis il y a les risques de dérive sectaire, alors qui sont vraiment, on parle d'emprise, hein, j'en discutais avec des gens pendant le très bon déjeuner, merci beaucoup, c'était super bon. Mais effectivement, c'est très difficile, on ne peut pas attaquer en France une secte, on peut attaquer des faits lorsqu'il y a une infraction qui est commise. Donc c'est très difficile. Néanmoins, on a la chance d'avoir la Mivilude, la mission interministérielle, voilà, avec qui la Ligue est en contact et en partenariat. Vous avez peut-être lu le dernier rapport de la Mivilude. En 2021, les signalements ont augmenté de plus de 33%, dont 20% qui concernent les médecines douces. D'accord ? Donc les signalements, ça va effectivement tout ce qui concerne la partie financière, hein, profiter de la vulnérabilité pour vendre des stages, des choses comme ça, et puis aller vraiment très loin sur la partie financière. Ça va jusqu'aux agressions sexuelles, au viol, jusqu'à l'isolement complet et l'incitation à l'arrêt des traitements et donc à des décès. Hein. Donc voilà. Alors pour ça, vous avez effectivement, donc la Mivilude, ça a été repris par l'AFSOS, mais effectivement qui liste hein, les différents types de pratiques. Donc la partie de droite, encore une fois, je pense qu'on peut oublier. Je vais retrouver ma dernière feuille. Qu'est-ce que j'aime pas le papier. J'aimais bien les copains du numérique ce matin. Alors je vous ai remis le chat, parce que j'aime bien le chat. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que maintenant qu'on a dit ça, c'est super. Eh bien, c'est effectivement informer et sensibiliser. Alors, on commence par vous, parce que effectivement, on a, j'espère ne choquer personne dans ce que je vais dire, mais il y a une forme un petit peu d'omerta où les patients n'osent pas vous parler du fait qu'ils font appel à des médecines douces.
Donc il y a eu une étude en 2020 qui a dit que sur les femmes atteintes de cancer du sein, elles préféraient ne pas parler du recours à ces pratiques à leur médecin parce qu'elles avaient peur du ridicule et qu'elles avaient peur de ne plus être soignées, qu'on n'accepte plus de les soigner. Donc c'est vous dire la représentation, un petit peu voilà, c'est normal, on a tous beaucoup de respect pour notre médecin, voilà, vous êtes nos sauveurs, hein, nos sachants, voilà. Et de fait, les patients peuvent être très intimidés et avoir cette crainte d'être jugés. Donc c'est important de savoir un petit peu comment communiquer sur ce sujet et d'avoir un petit peu une sensibilisation à une grille de détection un petit peu du discours aussi chez le patient, de pouvoir lui poser des questions, l'interroger, et il est toujours dans le libre choix, il est acteur de son parcours. Donc c'est lui qui va choisir au final s'il va aller voir un coupeur de feu ou autre, c'est lui qui va choisir. Mais dans tous les cas, qu'on puisse avoir ce dialogue ouvert et que vous soyez sensibilisés à ça, que vous connaissiez les pratiques, que vous sachiez un petit peu détecter des choses et adapter le discours en fonction. Évidemment, informer le grand public, c'est le rôle des instances publiques et on essaye aussi à la Ligue de le faire. On sensibilise d'ailleurs nos comités avec la Miviludes sur tout ça. Et puis la sécurisation des pratiques au sein des établissements. Voilà, donc on sait qu'il y a un référentiel organisationnel. On attend, je sais que l'INCa a un projet sur des critères qualité qui concernent les soins de support. Voilà, il y a quand même plus de 800 formations identifiées à risque par la Miviludes en France sur des thérapies complémentaires, donc c'est énorme. Voilà, donc ce référentiel qualité, il est très très important, mais déjà nous, on peut se travailler ensemble et se fixer certains critères pour faire appel à des professionnels, parce que vous avez aussi des sophrologues, vous avez aussi, il y a des choses très très bien, hein, ce n'est pas le sujet. Hein. Voilà, encore une fois, il y a peu de mauvaises pratiques. Voilà. Ensuite, il y a la partie communication. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment inciter, faire sentir qu'on est ouvert au dialogue, sans jugement, et puis informer des possibilités de signalement lorsque vous ressentez quelque chose. Voilà, il y a des instances auxquelles on peut signaler ces risques de dérive de façon anonyme dans un premier temps et être un petit peu guidé. C'est souvent les proches d'ailleurs, hein, quand il y a des dérives sectaires qui s'aperçoivent, ou même sur de l'argent ou autre, qui s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vont un petit peu prévenir de ça. Hop. Alors, j'ai pas mis le chat cette fois-ci. Voilà, évidemment, alors c'est l'évaluation, hein, évidemment, c'est un petit peu la clé aussi. Certes, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans les séances des praticiens. Hein. Nous-mêmes, on est comme vous, on fait aussi appel à des prestataires externes, donc en plus il y a des problèmes de risque de requalification, etc. Donc, eh bien, en évaluant la satisfaction et éventuellement les bénéfices, justement grâce à la coordination et le suivi des parcours, on va pouvoir aussi accompagner au mieux le patient, détecter s'il y a eu une vraie réponse lors des soins, s'il y a eu des discours un petit peu déviants. Par exemple, moi, en APA, je ne suis pas habilitée à donner des conseils en nutrition. Bon, bah, vous avez un tas de coachs sportifs qui vont vous dire « Ah, ce serait bien si tu mangeais ça ». Et puis, peut-être que ce serait bien si tu ne mangeais pas le soir, parce qu'il faudrait perdre un petit peu de poids. Sauf que la difficulté, c'est qu'il a déjà perdu du muscle. Et en cancéro, on sait que c'est la cachexie le problème. Donc, on n'est pas habilité à donner ce type de conseils. Donc, chacun, c'est important aussi d'avoir ce retour, ce feedback qui va permettre de détecter les choses. Et puis le soutien à la recherche interventionnelle sur les interventions non médicamenteuses. C'est ça qui va nous donner un maximum d'informations et qui va nous permettre de connaître les bénéfices, hein, pas que les risques, hein, de connaître les vrais bénéfices, dans quel cas, et du coup, de travailler à une meilleure coordination du parcours pour orienter le patient vers le juste besoin. J'en parle tout le temps à chaque fois que je fais une intervention, mais c'est vrai que voilà, donc nous on espère effectivement cette évolution du panier de l'INCa, parce que quand ils émettent des recommandations sur le panier, ils parlent d'un cadre d'exercice. Et du coup, ça nous permet à tous de sélectionner le praticien et d'avoir des repères. Et puis, on espère aussi la généralisation et la systématisation de votre prescription du parcours global post-cancer, pas seulement au post-cancer, mais à tous les malades, pour réduire les inégalités d'accès et s'assurer que tout le monde ait le même niveau de prestation.
Et puis, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, il faut qu'on prenne nos coordonnées, vous êtes super. Développer les actions de coordination, voilà, suivre les activités. Le métier de coordination, c'est un métier qui est fondamental, parce que sinon, on est dans du soin de support à la carte. C'est-à-dire, le patient, c'est comme la VJC, le patient, il vient, il dit « moi, je voudrais faire du yoga ». De quoi le patient a besoin? Qu'est-ce qui va soulager son symptôme, si on parle de thérapeutique, hein, encore une fois, qu'est-ce qui va lui permettre de s'ouvrir, voilà, de sortir de son isolement, de pouvoir retourner au travail plus facilement. Voilà, c'est évaluer avec lui son besoin et suivre ça dans le temps, et ça va éviter la surconsommation aussi des soins de support, puisqu'on est dans un problème économique aussi, et en même temps, vraiment d'assurer, de se dire, on va avoir le parcours optimal pour chacun des patients. Voilà, j'ai fini. Petite remarque par rapport au PPS soins de support dont tu parlais, Delphine, tout à l'heure, juste pour rappeler que le PPS en COPL donc, est en cours de déploiement dans des établissements pilotes de la région, notamment au Mans, à Saint-Nazaire. On va aussi aller en Vendée bientôt. Et dans le PPS OncoPL, et comme dans les PPS de la plupart des réseaux, désormais maintenant la zone soins de support, elle est aussi importante que la zone soins curatifs. En fait, on peut, dans le document qui est remis aux patients, dans un seul document, voir sur la même prise de temps, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, APA, nutrition, etc. Et ensuite, on a, comme l'a montré tout à l'heure Delphine tout à l'heure, mais aussi Clémence hier matin en parlant du dispositif d'annonce, on a effectivement un document qui sera bientôt, je l'espère, en module dans le DCC sur l'évaluation des soins de support pour ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire c'est pas, on n'offre pas les soins de support qu'on a dans son établissement, on offre les soins de support qui sont nécessaires aux patients, donc on a besoin de faire une évaluation des besoins en soins de support. Et donc vraiment, le PPS tel que nous, on l'imagine, alors encore une fois, on reste très modeste, hein, c'est des établissements qui acceptent de tester l'outil en ce moment, mais vraiment dans ce document qui est fait dans le DCC et qui est remis aux patients, tel que l'a demandé l'INCa, on a intégré d'emblée les soins de support au même titre que les autres traitements. C'était pour aller dans ton sens dans ta présentation. J'ai vu passer ça, en effet. Par contre, j'ai vu aussi que ça n'était pas rempli. Il faut se lâcher. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre problème. En effet, je crois qu'on se rejoint tous. Hein, les soins de support, c'est vaste. Ça commence au moment du diagnostic, ça ne s'arrête jamais. Ça évolue au cours de la maladie, au cours du traitement. Ça évolue aussi dans la tête des gens avec le cheminement qu'ils ont. Et ça nécessite en effet que ce soit opportun, au bon moment, au moment de ce que vivent les gens. Et c'est à chacun de nous aussi d'accompagner ça. Moi, c'était juste pour faire une petite remarque. La Ligue propose des soins de support gratuits et c'est super. Par contre, vous savez, avec la mise en place des forfaits, les remboursements de soins par rapport à la caisse d'assurance maladie, c'est vrai que peut poser problème parce qu'il y a le forfait qui, à chaque fois qu'il y a un examen complémentaire, à chaque fois qu'il y a une consultation, il y a les forfaits qui se surajoutent. Et le patient peut être amené à régler des soins. Par exemple, s'il a besoin de la kiné, il peut être amené à régler. Donc c'est un gros problème parce que c'est vrai que c'est un budget. Alors je crois qu'il va y avoir une présentation là-dessus. Alors nous, à la Ligue, on ne propose pas de soins paramédicaux. Donc la kinésithérapie, c'est encore un autre sujet pour lequel on fait du plaidoyer d'ailleurs, parce qu'on sait très bien qu'il y a un tas de soucis sur la kinésithérapie. Si on parle de la prise en charge du lymphœdème secondaire par exemple, ou voilà, les cotations au niveau du drainage lymphatique
hypothétique. Voilà, donc la kinésithérapie et puis les dépassements d'honoraires, hein, aujourd'hui, trouver un kiné, c'est spécialisé en plus, parce que tous les kinés ne savent pas faire soit du drainage, soit du maxillofacial, soit autre chose. Donc voilà, mais nous, la Ligue, on ne fait pas de soins paramédicaux, donc on offre, c'est gratuit, mais c'est sur des dons, hein. Donc on offre les soins de support et on vient en complément des 180 € sur les soins de support non médicamenteux ou d'éventuels forfaits non psy, mais ça ne dispense pas de la prescription. Merci. Oui, Gisèle, j'avais une question. Nous, en région Centre-Val de Loire, pour éviter un petit peu certaines dérives, puisque la sophrologie va rentrer un petit peu dans le panier. Au niveau sophrologie, il y a des diplômes qui sont un petit peu borderline. On peut être sophrologue en quelques heures. Et donc, on avait fait le choix de certains diplômes qu'on estimait. Voilà. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous pouvez aider les réseaux à faire des choix de diplômes où on ne tombe pas sur des choses un peu bancales, quoi? Alors, l'INCA fait le travail sur la bibliographie et on essaye de le faire aussi à la UPIs. Donc nous, en fait, la Ligue, on n'a pas vocation à faire le travail de la puissance publique ou des sociétés savantes, mais en tout cas, on est dans ces instances-là. Et on essaye d'apporter notre brique patient, parce que je rappelle, on est une association de patients, et aussi d'assurer une neutralité absolue dans les décisions qui sont prises. Donc on espère vraiment que c'est imminent, hein, ce qui va sortir de l'INCA, et au fur et à mesure que nous on a des informations, que ce soit de l'AFSOS que vous avez aussi, mais des sociétés savantes ou de l'INCA, on les relaye auprès de nos comités, et on n'hésitera pas à les relayer auprès des réseaux, n'est-ce pas Philippe? Alors, donc la Cité des Soins, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général. Elle est basée directement sur le site de la clinique de l'Anjou à Angers. Et c'est une structure qui propose différents types de soins de support pour des patients qui sont suivis dans un parcours de soins en cancérologie. Et elle est ouverte, cette structure, à tous les patients, peu importe là où ils sont soignés sur le secteur angevin. C'est un accompagnement qui est sur une durée d'1 an, qui est gratuit et sans engagement. On y propose essentiellement des ateliers plutôt collectifs pour permettre justement d'avoir une dynamique de groupe, une cohésion d'équipe, des échanges et du partage entre les patients. Donc nous avons choisi ce logo pour différentes raisons. Tout d'abord la cité, parce que c'est un lieu de vie, d'accompagnement, où le patient peut venir complètement librement. Le soin, pour justement faire la distinction avec les traitements, puisque ça rejoint directement donc, le concept de la médecine intégrative, dans lequel chaque personne et chaque patient est acteur, nous rend justement le patient acteur de sa prise en charge, et c'est à nous, la Cité des Soins, de donner justement les moyens aux patients de devenir acteurs. Nous avons 3 missions principales. La première est d'accompagner le patient dans son parcours de soins et de faciliter la résilience. Le deuxième, c'est de partager, à travers notamment des ateliers collectifs pour éviter l'isolement, le repli sur soi, pour partager, échanger, se ressourcer. Le troisième, ça va être d'informer à travers notamment des réunions pédagogiques pour répondre aux questionnements des patients, mieux appréhender la maladie, les traitements, les effets indésirables des traitements, mais également l'après-cancer. L'origine de sa structure. Donc aujourd'hui, un patient qui est diagnostiqué et traité pour un cancer n'a pas forcément accès aux soins de support proposés par l'établissement de santé, soit parce qu'il est suivi dans un cadre plutôt ambulatoire ou parce qu'il est hors des murs de l'hôpital ou de la clinique. Et l'objectif de la Cité des Soins, c'est justement de moderniser la prise en charge en proposant aux patients externes un accès aux soins de support illimité, peu importe à quel moment ils rentrent dans leur parcours de soins. Ça a commencé en janvier 2019 avec notamment la création de l'activité physique adaptée qui fait partie intégrante des soins de support et dont les retours étaient très positifs. Il faut savoir qu'à l'époque, nous n'avions pas directement de locaux pour la cité et nous avions un partenariat et nous l'avons toujours avec le Décathlon Village des Ponts-de-Cé qui nous avait mis à disposition à la fois une salle d'activité et une cafétéria à côté. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de l'exercice physique que faisaient les patients, il y avait beaucoup d'échanges et de partage, soit pendant l'activité, soit après, puisque les patients passaient un certain temps à la cafétéria après l'activité. Pour 1 heure d'activité, on avait bien 2 heures de café derrière, ce qui a poussé le Décathlon même à ouvrir une carte de fidélité pour les patients parce qu'ils y passaient beaucoup de temps. Et donc dans les plans qui étaient prévus, on avait normalement prévu 4 bureaux plutôt pour des entretiens individuels,
et on a supprimé 2 bureaux pour en faire plutôt une salle de convivialité et qui est aujourd'hui bien occupée. Sur l'activité physique adaptée, il y a certains patients qui s'y retrouvent pas forcément pour diverses raisons. Et c'est pour ça qu'on a créé plutôt de nouvelles activités, et notamment la médiation végétale. Alors je ne vais pas trop m'étendre dessus, parce que pour ceux qui étaient présents l'an dernier, Clara David avait fait justement un topo sur le jardin à visée thérapeutique. En tout cas, c'est une activité qui fonctionne très bien et qui est complémentaire de l'APA. Et le jardin est directement également basé sur le site de la clinique de l'Anjou à Angers. Et voilà, c'est très complémentaire de ce que l'on propose. Au niveau de la mise en place, donc comme toute association, il y a un conseil d'administration pour assurer la transparence du fonctionnement de la structure. On y retrouve une cellule opérationnelle avec un coordinateur, assistante opérationnelle et administrative. Un accueil par le biais d'un mécénat de compétences et de bénévoles qui vont soutenir l'association en proposant des présences et des permanences régulières pour accueillir à la fois le patient, mais également l'orienter vers des personnes ressources. La Cité des Soins n'a pas de financement public, elle est financée par des entreprises mécènes qui souhaitent soutenir l'association à différentes échelles et qui se retrouvent dans les valeurs de la Cité des Soins. Donc on y retrouve à la fois des ateliers et des réunions d'information, et je vais revenir plus en détail sur chacun des items. Donc au niveau des activités qui sont proposées, donc on y retrouve le plus régulièrement l'activité physique adaptée, 1 à 3 fois dans la semaine. On a également donc la médiation végétale avec 2 groupes différents, le mardi et le jeudi, du théâtre, des ateliers de lecture, d'écriture, de groupes de parole. Il faut savoir que certains des ateliers sont justement proposés à la fois donc pour les patients mais également pour les aidants et accompagnants à qui on pense. Et certains ateliers n'ont pas forcément lieu toutes les semaines, ce qui permet aux patients qui sont plus isolés ou plus éloignés géographiquement de venir moins régulièrement sur la structure. Le mardi après-midi et le mercredi après-midi sera mis en place donc des réunions d'information et je vais venir plus en détail dessus. Les réunions d'information vont avoir pour but de cibler vraiment tous les points d'impact que peuvent rencontrer les patients pendant leur parcours de soins. Et donc il y a certains professionnels et intervenants extérieurs qui viendront sur 5 temps dans l'année avec 5 thématiques pour qu'on voit vraiment la progression et l'évolution de chacune des réunions d'information. Donc on aura des réunions plutôt sur le plan psychologique, sur le plan nutritionnel, fonctionnel, sur la rééducation, mais également sur les prothèses capillaires, l'impact social, sociétal, les prêts bancaires, l'impact professionnel sur la reprise de travail, sur également la reconversion, bilan de compétences si besoin, l'impact familial et la sexualité. Donc un exemple ici de ce que la sexologue nous a proposé de mettre en place sur 5 thématiques progressives en partant du vécu de l'annonce, des effets indésirables, du bien-être, un atelier avec les dents et l'après-cancer. Au niveau de nos perspectives, dans un premier temps, ça va être la diversification de nos ateliers pour répondre au maximum aux besoins, à la demande également des patients. Donc là, on sera plus par rapport au programme que je vous ai montré avant. On va ouvrir vers des ateliers plutôt de cuisine, de couture ou d'autres activités qui vont justement permettre de répondre au mieux à leurs besoins. En dehors de la diversification de ces ateliers, on essaye et on va continuer de mettre en place un accompagnement sur le long terme dans lequel l'objectif, ça va être plutôt de donner des structures relais aux patients pour qu'ils puissent continuer les activités qu'on leur a déjà proposées s'ils souhaitent les continuer à l'extérieur. C'est ce qui fonctionne d'ailleurs très bien avec l'activité physique adaptée, puisque tous les mois quasiment, on va tester des structures angevines pour que les patients trouvent d'une manière autonome l'activité qui peut leur plaire après par la suite. Donc on fait de l'aviron, du golf, de l'escalade, un petit peu tout pour qu'ils trouvent vraiment leur activité. On participe également à des événements extérieurs, à des manifestations aussi sportives pour qu'ils puissent rencontrer aussi différentes associations. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de mettre en place un séjour nautique, c'est la 3e photo, dans lequel j'ai pu accompagner 12 patients justement en parcours de soins ou en fin de parcours de soins pour découvrir des activités nautiques qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et ça a été une vraie réussite parce que les patients y ont ressenti vraiment une sacrée bouffée d'oxygène dans lequel ils étaient loin des traitements, des rendez-vous médicaux, du quotidien. Et c'était vraiment une bouffée d'oxygène et c'est vraiment des retours positifs qui nous poussent à remettre en place ce genre de projet un peu plus conséquent par rapport aux autres. Mais en tout cas, c'était très positif que ce soit dans mon sens comme du sens des patients. Je vous remercie pour votre attention. Donc, on va vous présenter l'HJJ soins oncologiques de support avec Clémence Grasset. Donc, on a débuté
On a débuté le projet en début d'année avec le docteur Libaud et désormais c'est Clémence qui est à nos côtés. Soins oncologiques de support, donc on a fait une petite présentation, mais je pense qu'on va pas... on va aller très vite en fait. Qu'est-ce que c'est? Elles font partie intégrante du parcours, donc ça on l'a déjà expliqué. Elles prennent en compte donc, toutes les conséquences de la maladie pendant et après. Et donc l'objectif c'est vraiment d'assurer pour le patient une meilleure qualité de vie, donc pour le patient et pour ses proches bien entendu. Donc on peut différencier deux grands types de soins de support oncologiques, soins oncologiques de support, pardon, ceux de base, donc ceux qu'on appelle l'évaluation sur tout ce qu'on disait douleur, l'état nutritionnel et les répercussions psychosociales, donc personnelles, familiales, professionnelles. Et après, les offres complémentaires, donc tout ça, on l'a déjà cité, donc c'est l'enseignant AMPA, le kiné, la socio-esthéticienne, tout ce qui est fertilité, etc., etc. Je passe rapidement parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Je remontre également le parcours qui est défini par l'OncoPL. Donc je pense qu'on va aller très vite aussi. Ce qui est important de dire, c'est que les soins de support doivent être proposés dès le dispositif d'annonce par nos infirmières d'annonce, qui le font très bien. Mais on sait tous que quand le patient apprend ce type de nouvelles, il n'entend pas forcément toutes les informations la première fois, même si on peut le redire 2 fois, 4 fois. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de pouvoir le proposer et proposer les soins de support dans tout le parcours du patient, même s'il a déjà fait 10 séances de chimio. On peut lui rappeler et on peut voir, suivant sa dégradation, ou c'est son inconfort ou son stress qui peut encore disposer des soins de support. Donc on continue. Donc pourquoi on a mis en place un AJJ soins de support? Tout d'abord parce que c'était une demande croissante des acteurs dans notre établissement, donc que ce soit les professionnels soins de support ou bien les médecins, donc l'oncologue, le radiothérapeute, tous les professionnels qui interviennent avec le patient. Et c'est aussi pour répondre, parce que l'INCa nous le propose, nous l'exige, et parce qu'on est bien d'accord avec ça. Et comment s'est préparé le pilotage, la mise en place? Donc on a travaillé depuis mars sur le pilotage et la mise en place du projet. On vous a fait un petit détail, mais on va essayer d'être très rapide parce que ça peut être... l'idée, c'était de mettre en place tout d'abord, c'était de travailler sur un budget et de le présenter à nos directions et de le vendre comme étant quelque chose d'important. Et ils étaient tout à fait d'accord sur le projet. Ensuite, c'était de mettre en place une équipe spécifique sur l'AJJ soins de support onco, avec un lien, puisque quand les gens viennent une fois en consultation, ils doivent pouvoir revoir les mêmes professionnels, ne pas avoir à redire les choses, notamment on pense aux psychologues. Et puis d'élaborer toutes les ressources qu'on peut disposer et toutes les ressources qu'on peut disposer à l'extérieur, parce que c'est pas que le patient dans la structure, c'est aussi notamment l'HAD, avec qui on travaille beaucoup et avec qui on est en lien dès qu'on peut voir une difficulté pour une famille. Donc c'est aussi tout ce qui est, on parlait ce matin des dossiers patients, donc l'important c'est de pouvoir faire des liens. Donc nous aussi on aimerait faire des liens avec les professionnels de l'extérieur, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur et on n'a pas forcément de retour non plus des professionnels comme nous. Peut-être qu'on ne donne pas non plus assez de retour aux professionnels, type s'ils font des soins de support, par exemple dans le 44 on a Proxiligue, donc les patients peuvent disposer de Proxiligue, mais nous on n'a pas forcément de retour, comme nous ils n'ont pas forcément de retour, donc c'est forcément une piste d'amélioration. Ce qui est important dans la mise en place, c'était vraiment le planning, parce que puisqu'on fait intervenir 4, Clémence va vous expliquer le fonctionnement, mais on fait intervenir 4 intervenants, dont le médecin et l'infirmière, et c'est vrai que le planning est serré, mais c'est important quand même que le patient puisse sentir qu'il a du temps avec le médecin, avec le psychologue, mais c'est vrai que le petit grain de sable de l'ambulancier qui arrive en retard, ça peut nous mettre à mal. Et puis l'important, c'est le temps de synthèse. Après chaque demi-journée, c'est pourquoi on voit le patient, qu'est-ce qu'il a pu dire aux différents professionnels, ce qui ne va pas toujours dire la même chose, et puis qu'est-ce qu'on veut faire après
quel sera son prochain parcours, quand est-ce qu'on le revoit, où est-ce qu'on le revoit. Et puis ce qui était aussi important, c'était les proches, parce qu'on pense toujours très patient, mais c'est aussi important que les proches se sentent aussi en sécurité à la maison et pensent aussi qu'il y a un temps pour eux, qu'il y a un espace de ressourcement. Et on a aussi l'animatrice Eric qui peut intervenir dans la JJ SOS pour notamment le patient et ses accompagnants. Et puis l'important, c'était les locaux, d'avoir des locaux bien définis. Quand les gens reviennent, ils savent où ils vont. Qu'on ait notamment les oncologues et radiothérapeutes à côté, parce que parfois on a pu avoir des patients qui n'avaient pas bien compris le diagnostic. Donc l'oncologue pouvait réintervenir, être avec le médecin, reparler avec le patient, avec le proche. Et puis avec du matériel adapté, puisqu'on fait intervenir l'APA, on peut faire intervenir les différents professionnels. Moi, je vais vous parler de la partie fonctionnement. Moi, je suis nouvellement arrivée sur le projet. Hein. J'ai débuté début novembre, donc j'ai un recul de quelques semaines. Mais on a déjà pu reprendre les évaluations cliniques avec les malades. Donc il y a deux parties. Il y a ce qu'on a appelé la primo-évaluation, donc un premier contact avec la HDJ pour ces patients, où là, ils vont rencontrer de façon systématique l'infirmière, le médecin, et puis le diététicien, la psychologue et l'assistante sociale. Sur cette primo-évaluation, il y a forcément ces intervenants-là qui sont sollicités. Et puis ensuite, il y a des évaluations de suivi. Une fois que le patient est passé en primo-évaluation, on va établir donc un projet personnalisé de soins de support. Et puis, on va pouvoir personnaliser le suivi et, si nécessaire, solliciter d'autres soins de support complémentaires, donc notamment kinésithérapie, activité physique adaptée et socio-esthéticienne. Pour le moment, c'est ceux qu'on a été amenés à solliciter. Voilà. Alors ça, c'est, on va dire, le planning prévisionnel qu'on cherche à atteindre. Dans l'idéal, on aimerait voir 2 patients en primo-évaluation et 2 patients suivis par demi-journée. Donc sur 4 journées par semaine, en sacralisant tout de même une journée pour les commissions d'admission et puis toutes les actions de coordination au décours des évaluations des patients. Et dans un temps plus secondaire aussi, quand on sera bien lancé sur la partie d'évaluation clinique, on aimerait mettre en place des ateliers thématiques en petits groupes de 4 à 6 patients ou accompagnants sur les situations où là on a pas mal d'idées de thématiques, notamment avec l'appui des socio-esthéticiennes sur des activités, sur des thématiques de dermatologie, de toxicité des traitements, etc. Des ateliers aussi nutritionnels, ce genre de choses. Pour le moment, là, donc ça c'est l'objectif à atteindre. Là, en phase de rodage, on va dire, comme chacun apprend un peu à travailler ensemble, on évalue on est en général entre 2 à 4 malades par jour. On est plutôt à la moitié de ce qu'on projette comme évaluation. Et donc sur le fonctionnement, les patients arrivent de manière décalée. Donc le premier patient arrive en général autour de 8h et puis le deuxième à 8h30, 8h45. Et donc les différents soins de support vont se relayer auprès du malade. Lui, il ne bouge pas de sa chambre, il est soit en fauteuil, soit en lit, selon son autonomie. Et les différents intervenants vont se succéder auprès de lui, selon un planning qu'aura défini en amont la secrétaire au moment où nous on a planifié les évaluations aux soins de support. Et donc il y a vraiment un planning pour chaque intervenant, ils savent à peu près à quelle heure ils doivent intervenir. On essaye de respecter le timing, parfois on a des surprises, hein. Il peut y avoir des situations un peu plus instables que ce qu'on avait pressenti sur l'évaluation initiale. Et puis surtout, voilà, on sacralise un temps de synthèse pluriprofessionnelle où tous les intervenants reviennent en fin de demi-journée, où là on se réunit autour d'une table et puis on partage effectivement les évaluations de chacun des intervenants et on établit ensemble, et là j'insiste vraiment, c'est pas le médecin qui donne le cap, hein, c'est suite à une discussion vraiment partagée et pluridisciplinaire qu'on établit le plan de soins. Évidemment la prescription c'est médical, mais pour tout le reste, et puis on va proposer une nouvelle évaluation de suivi si c'est adapté, ou alors s'il n'y a pas besoin de revoir le patient de façon physique, ça peut être soit un suivi téléphonique, ou alors on le remet dans le circuit, on va dire, classique avec son oncologue qui sait qu'il peut être amené à nous ressolliciter ultérieurement si les demandes et les besoins évoluent.
Et donc là, moi, je vais vous parler de l'expérience que j'ai, donc, où on a repris les évaluations cliniques depuis le 17 novembre. Donc on a eu 14 patients primo-évalués. Sur ces 14-là, il y en a 11 qui ont été reconvoqués, un qui a été hospitalisé au décours, donc en hospitalisation complète. Et puis donc, il en restait 2 pour lesquels on n'a pas identifié de manière immédiate un besoin d'avoir un suivi, mais ils savent qu'on leur donne quand même cette information et à leur médecin référent aussi, qui peuvent être amenés à nous ressolliciter ultérieurement. On a prévu un suivi téléphonique intermédiaire pour 4 de ces patients, et il y en a 4 qu'on a déjà eu l'occasion de revoir pour suivi, donc pour des patients qui ont des situations relativement instables, qu'on revoit parfois à 1 voire 2 semaines selon la situation. Et donc là, les problématiques qui ont été rencontrées, souvent des patients qui étaient douloureux, hein, donc une grande majorité des patients suivis pour cancer ont des problèmes de douleur, donc ça c'est pas une surprise pour vous je pense. D'autres symptômes d'inconfort qui étaient insuffisamment équilibrés, ça peut être des troubles digestifs, des troubles respiratoires, également des problématiques nutritionnelles diverses et variées, soit effectivement des toxicités de traitement ou alors simplement liées à l'évolution de la maladie, des difficultés psychiques, soit du patient soit de l'entourage. Je dirais que c'est vraiment sur ce versant-là où on a le plus d'intégration vraiment des aidants dans la prise en charge et où eux aussi trouvent un espace de ressources vraiment quand ils accompagnent leurs proches lors de cette venue en ASDJ. Des problématiques aussi assez complexes parfois de perte d'autonomie et puis de difficultés sociales diverses et variées où là vraiment l'assistante sociale nous aide beaucoup à mettre en place un plan d'action et d'aide au domicile. Et puis sur pas mal de situations aussi où vraiment on avait des patients qui étaient dans une phase assez avancée de leur maladie, avec un projet palliatif qui commence à être soit vraiment exclusif, soit très clairement avancé dans cette situation, et où là on faisait, quand c'était possible et quand c'était souhaité, intervenir aussi l'oncologue référent du malade, parce que nous on avait finalement un rôle souvent de reformulation et de réaccompagnement de tout le parcours de la maladie depuis le début, et puis on arrivait un petit peu à reformuler, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un espace de temps et de parole qui est complètement différent de celui dont est en disposition les oncologues en consultation, qui est sur un temps très réduit. Et donc on faisait souvent intervenir l'oncologue référent pour revalider et puis reformuler le plan et le projet palliatif quand on en arrivait à ce type de situation. Et puis bien souvent aussi on avait besoin de solliciter des intervenants du domicile, donc avec la mise en place d'un réseau de soins palliatifs ou alors la mise en place d'une HAD. Voilà ce dont je peux vous parler pour les quelques patients que j'ai été amenée à voir jusqu'à présent. Donc moi je vais vous présenter la partie ARS. C'est un support qu'on a réalisé avec Juliette Daniel, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc comment ça s'est décliné concrètement en région. Oups. Donc sans reprendre les propos de Madame Achely, le parcours global après-cancer a été impulsé par l'ARS Pays de la Loire. Donc il est motivé par l'importance des soins de support qui font partie intégrante du parcours des soins du patient. Je vais pouvoir poigner de ce côté-là. Il doit faciliter la vie après le traitement. Bon, je ne vous reprends pas tous ces éléments parce qu'ils ont été largement présentés. Mais il trouve son ancrage du coup dans la loi de financement de la sécurité sociale de décembre 2019. Et donc, en fait, cette manière de le présenter dans la loi de financement finalement crée le droit. Et je tiens vraiment à le présenter de cette manière-là, parce que c'est un droit pour les patients d'accéder à des soins de support, donc non médicamenteux, comme vous avez bien expliqué. Le rappel des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre le cancer, donc réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables. Je vous passe je le fais assez rapidement, réaliser 1 million de dépistages en plus à horizon 2025, réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles 5 ans après un diagnostic, et améliorer significativement le taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic à horizon 2030. Donc ce projet, une fois inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2019, trouve sa déclinaison par le décret de décembre 2020, puis un arrêté encore plus précis, qui fixe du coup la manière dont on va le mettre en forme. Il est mis en place à la fin d'un traitement actif, donc ça c'est extrêmement précis, et au plus tard 1 an après cette échéance.
est extrêmement important, et ça a été rappelé par Madame Achali, il doit être prescrit. Et on a reposé la question à l'INCa, c'est un parcours qui vraiment doit être prescrit par le médecin, donc traitant, le pédiatre, le cancérologue, le médecin spécialisé en oncologie médicale, le chirurgien qui a pris en charge le patient. Et c'est un parcours individualisé pour chaque patient en fonction de ses besoins dans un cadre global d'un forfait de 180 €. Et je suis d'accord, ça n'est pas suffisant, mais c'est un début. Alors, ce parcours peut comprendre, en se déroulant sur 1 an, un bilan fonctionnel et motivationnel d'activité physique qui donne lieu à l'élaboration d'un programme d'activité physique. Donc, juste le bilan. Et je suis d'accord, c'est vraiment dommage que les séances ne soient pas prises en compte. Un bilan diététique et ou des consultations diététiques, ou un bilan et ou des consultations psychologiques avec un tarif donc considéré comme de 45 € pour le bilan et de 22,50 € pour les consultations. Et on arrive évidemment très rapidement à la somme de 180 €. C'est largement pas suffisant pour aller plus loin. Mais bon, le projet démarre de cette manière-là. Et on a souhaité aussi bien repréciser que les frais de déplacement pour s'y rendre ne sont pas pris en charge, de même que voilà, les séances d'activité physique. Alors, l'appel à projet en région Pays de la Loire a été lancé en 2021, début 2021, premier semestre 2021. Il y a un certain nombre de promoteurs qui ont répondu, et donc on en a retenu 13, avec une vraie volonté de diversifier les structures éligibles, donc autour des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des centres de santé, des CPTS, des associations, des établissements de santé donc autorisés en cancérologie ou bien des dispositifs de coordination. On avait vraiment une volonté de diversifier les différents porteurs. On avait aussi la volonté de couvrir tous les territoires, de manière à ce que, quel que soit l'endroit où se trouvait un patient qui pouvait bénéficier des soins de support, puisse accéder à un programme. L'appel à projet donc, au premier semestre 2021 du coup, a aussi n'a pas bénéficié de la période de Covid et ça n'a pas été simple, je pense, pour les promoteurs aussi de monter les dossiers. Mais du coup, on a réussi à accompagner les 13 promoteurs avec un comité de suivi et des rencontres régulières. Donc on rencontre avec Juliette Daniel les promoteurs et on essaye de comprendre du coup le démarrage. Et je peux déjà vous dire que c'est un démarrage qui est laborieux et difficile. Il n'y a pas autant de patients inclus dans ce parcours qu'on le souhaiterait initialement. Vous verrez après au vu de la somme que nous avons engagée. C'est également un pilotage national qui est porté par l'assurance maladie et tel que ça a été précisé dans le décret qui porte ce projet, un bilan de ce démarrage sur le territoire national doit être transmis d'ici cette fin d'année au ministère, de manière à voir quelles suites seront données. On sait déjà, parce qu'on en a discuté avec l'INCa, que ce mode de financement va être poursuivi sur l'année 2023 et on verra s'il y a des évolutions sur 2024. Et j'ai bien noté la volonté du coup de la Ligue de généraliser et de systématiser ce parcours. Et ce sera réellement encouragé. Alors, comment est-ce que du coup on va pouvoir faire un bilan? Ça se fait au travers d'un questionnaire patient sur sa satisfaction. Donc, on parlait aussi de mesurer la qualité avec un recueil donc, au démarrage, à l'entrée dans le parcours, un an après et 5 ans après. Et puis, il y a un système de recueil des données pseudonymisées qui sont recueillies sur le même rythme, mais qui ne sont pas forcément faciles à recueillir, selon le témoignage des porteurs de projet. Alors, comme je vous le disais, l'inclusion des patients augmente progressivement. C'est loin de l'ambition de ce qu'on avait imaginé, puisqu'on a mis en place un financement qui presque pourrait couvrir facilement 2000 personnes incluses, et on en est très loin. Mais ce n'est pas spécifique à la région Pays de la Loire, ça peine aussi à monter en puissance dans les autres régions en France. Et de l'analyse qu'on a fait des freins, c'est le premier obstacle, c'est la connaissance de ce dispositif, de ce droit.
de pouvoir avoir cette prise en charge. La prescription aussi qui est obligatoire, donc beaucoup de promoteurs témoignent du fait que les médecins ne veulent pas prescrire ou ne savent pas ou ne comprennent pas comment ils doivent prescrire ce parcours. On a un vrai travail de communication à faire qu'on a déjà commencé. On a mis beaucoup d'éléments sur le site internet. On a reprécisé tout ça, cité les différents sites où on peut accéder à ce parcours. On est en train de travailler donc une identité visuelle, donc on va beaucoup l'utiliser, vous la verrez. Donc ce sera le comité suivi a retenu cette identité. Donc on va essayer de faire des affiches et puis des petits flyers. On l'utilisera aussi sur les réseaux sociaux. Et on va essayer du coup vraiment de donner cette info tant aux patients qu'aux médecins prescripteurs. Donc comme je vous le disais, un cas recueille les données, le rapport qui va être transmis pour l'année 2022, ça représente donc une enveloppe de 351 990 € qui ont été répartis dans les au niveau des différents promoteurs. On doit être à peu près à 200 patients inclus, comme je vous le disais, et cette somme pourrait couvrir facilement 2000 patients inclus. Voilà où on en est pour ce qui est de ce déploiement du dispositif, et puis du coup vous allez pouvoir expliquer concrètement comment ça se passe à votre niveau au CH de Cholet. Donc moi je suis Dr Noblecourt, je suis chef de service au CH de Cholet. J'ai positionné mon topo très pratico-pratique, il est très simple. Et je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit parce que mon point de vue sur ce parcours global après-cancer est positif, forcément au sein de l'hôpital, mais aussi j'ai positionné mon topo de façon très simpliste dans l'espoir qu'il puisse servir au déploiement de tout ça. Parce que mon point de vue, en tout cas, que je vais donner en préambule de mon topo, c'est que les soins de support ils doivent être au plus près des patients. Je pense que c'est une réalité pour tous les malades d'avoir la capacité d'accès à des soins de façon vraiment rapprochée de leur domicile, parce que c'est un enjeu de qualité de vie important. Et je pense que c'est encore plus une réalité pour les soins de support. Et donc voilà, que vous compreniez l'axe, je l'ai fait pour espérer qu'il puisse être utile à d'autres, pour mettre en œuvre ce parcours au plus près des patients. Et je pense que c'est logique quand on sait que je suis chef de service. Il y a peu de temps, on m'a qualifié de milieu rural. Alors, les Choletais jugeront si c'est rural Cholet, mais en tout cas, voilà le propos. Donc, donc un petit historique, la constitution du dossier pour la candidature, du coup, on l'a positionné en juin 2021. À Cholet, que vous sachiez un petit peu à quoi ressemble notre service, à l'époque, on était une HDJ de 18 lits, donc depuis, on a travaillé à essayer de constituer un petit peu plus d'étoffe autour de cette HDJ concernant l'oncologie, avec une consultation ambulatoire. Et déjà, en fait, de façon synchrone à cette proposition, on avait dans la tête d'essayer de constituer une unité de soins de support dédiée à l'oncologie qui n'était pas une réalité au sein de notre CH. Donc quand on a reçu cet appel à projet, on a constitué une équipe projet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a pointé d'emblée, c'est que c'est des choses qui nécessitent quand même une collaboration aussi bien des médecins que des cadres de santé dans une institution pour monter ça. Et je pense que sur des territoires qui voudraient le mettre en œuvre, notamment c'est une des cibles que vous avez évoquées sur les territoires de médecine générale, ça fait partie aussi des choses qui seraient à mon sens à questionner comment monter ces projets sur les territoires. Donc nous, le comité projet, il est composé donc de moi, la chef de service, le directeur des affaires financières, la cadre supérieure de l'époque et notre cadre d'oncologie qui n'était pas encore notre cadre, donc il est devenu entre quand on a vu cette proposition de l'ARS, on a créé un parcours. Pour les hospitaliers, ça veut dire quelque chose. Pareil, est-ce que sur les territoires, ça veut déjà dire quelque chose? Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'y est pris. Et donc, on a respecté forcément toutes les consignes qui nous avaient été imposées, donc les patients qui étaient en traités pour un cancer à partir de la fin de traitement actif dans l'année qui suit les soins. Et pour que ce soit à peu près ergonomique pour les prescripteurs, parce qu'il faut arriver à mobiliser les prescripteurs hospitaliers sur le sujet, parce qu'on sait qu'on a tous des problématiques de temps, donc on a créé un dossier spécial dans notre logiciel informatique avec l'ensemble des ordonnances à remplir, parce que dans le cadre de ce parcours, il y a quand même une signature à l'entrée du parcours à faire aux patients.
et un contexte de prescription précis qui n'est pas forcément très intuitif quand on n'est pas à 100% impliqué dans le sujet, qui est le cumul de différents bilans qui s'annulent les uns les autres selon qu'on choisisse un bilan, 3 bilans. Donc on a essayé de faire quelque chose de clé en main pour les praticiens de l'hôpital qui voudraient prescrire ce parcours. Donc pour rappel, c'est un bilan qui peut découler de 6 consultations, donc un bilan psychologique avec 6 consultations qui en découlent si on prescrit que ça. Si on prescrit un bilan diététique, c'est de la même façon. L'activité physique adaptée ne peut pas amener 6 consultations ou 6 événements, on va dire, de suivi. Et par contre, si on veut cibler plusieurs soins, et bien, si on prescrit 2 bilans, ça ne déclenche que 4 consultations des cours, 3 bilans que 2 consultations. Donc quand je vous dis que ce n'est pas intuitif pour le prescripteur, c'est que c'était bien, je pense, les collègues ont apprécié qu'on fasse une fiche où vous avez des croix à remplir et qu'ils n'aient pas à chaque fois à se questionner de savoir en fait combien de bilans, combien de prescriptions. Voilà, et on a fait des notices qui s'impriment automatiquement à donner aux patients pour vraiment essayer de simplifier au maximum la partie prescription qui, chez nos collègues, n'est pas toujours un temps qu'il faut trop emboliser. Donc ça, sur le côté parcours, on a décidé, et c'est quelque chose qui apparaissait pas forcément initialement comme très évident, mais il y a quand même une gestion de parcours qui a été fléchée, qui nous a été fléchée sur des amas d'oncologie avec un numéro de séjour qui permettait de gérer les programmations de rendez-vous dans le cadre du parcours, de faire une entrée et une fin de parcours, et en parallèle de cette entrée et cette fin de parcours, de positionner qui allait réceptionner et gérer les questionnaires d'entrée et de fin de parcours. Donc, j'ai trouvé quand même utile, ça peut paraître peut-être un petit peu pas très intéressant à brûle pour point, mais c'est quand même du pratico-pratique et c'est comme ça qu'on a réussi à le mettre en œuvre par ce genre de réflexion. Et donc pour nous, c'est les amas qui rentrent dans les parcours, qui rentrent les patients dans le parcours et qui les sortent, et les questionnaires sont générés par les infirmières de coordination en grande partie. Cette partie en fait gestion, temps paramédical d'AMA et d'infirmière de coordination a été pris en charge par l'hôpital. Du coup, c'est comme ça qu'on a déposé notre candidature et qu'on a pu du coup être retenu et commencer les inclusions dans le parcours à partir de janvier. Donc je vous ai remis les critères d'inclusion pour que ce soit clair pour tous, parce qu'en plus on a fait d'emblée remonter des questionnements sur l'hormonothérapie, donc je trouvais ça intéressant de le rappeler. Donc c'est bien tous les patients atteints de cancer, dès la fin des traitements initiaux et pendant les 12 mois consécutifs à qui on peut proposer le parcours. Et les traitements adjuvants sont autorisés, donc on peut proposer par exemple à une femme atteinte de cancer du sein sous hormonothérapie de participer au parcours. Il ne faut pas attendre la fin de son hormonothérapie, sinon ça fait très très loin quand même parfois. Et les thérapies ciblées sont aussi autorisées, l'herceptine en conditions adjuvantes l'est aussi. Et par contre, les patients sous chimiothérapie orale et immunothérapie ne rentrent pas dans le cadre de ce parcours. Donc pour nous, à Cholet, l'état des lieux, alors sur le plan personnel, je le trouve un peu mitigé, mais on m'a dit que c'était pas si mal sur le plan régional. Donc j'ai relancé aussi à l'occasion de ce topo tous mes collègues prescripteurs, parce que bon, je ne vous cache pas que sur les 17 patients inclus, il y a beaucoup de patientèle personnelle, parce que je pense que voilà, c'est une mobilisation qu'il faut aller chercher. Je pense que justement, essayer de travailler l'ergonomie de prescription, c'est important. Parce que voilà, c'est un frein parfois de ne pas se souvenir, de y penser, de dire je vais le faire, mais vu que c'est quand même un parcours particulier, il faut que les choses soient bien faites pour que ça fonctionne. Donc on a relancé, on en a parlé aussi un petit peu de façon médiatique, de dire que ça existait chez nous et qu'on pouvait le faire. Et du coup, moi je l'ai un peu inclus et j'ai essayé de l'amener comme ça sur mes collègues, de l'inclure sur les pratiques, surtout à la consultation de suivi initiale. Donc de dire, en fait, à la première consultation de suivi, moi j'ai demandé, par exemple, dans le cadre de mes suivis de patients de cancer du sein, que ce soit un peu plus moi qui les vois que, par exemple, le radiothérapeute ou le chirurgien, parce que ça permet, en fait, de proposer ce parcours, parce que si finalement, par l'effet des calendriers, on les voit à 18 mois, parce que parfois, ça peut être le cas dans les consultations alternées, on a un petit peu raté le coup, quoi. Donc, une petite réflexion sur pas oublier que ça existe, que quand les patientes sortent de chimio, partent en radiothérapie, on glisse le rendez-vous pour en discuter en début de suivi. Voilà. Donc, voilà, sur le CH de Cholet, je peux vous dire qu'on est quand même très content de la mise en œuvre du parcours, qu'on
on a quand même quasiment une vingtaine de patients qui en ont bénéficié. On réfléchit justement à essayer d'avancer sur le côté systématique de la proposition et de la structuration, puis essayer d'atteindre d'autres patientèles que celles des praticiens qui ont lancé le projet. Et que ça nous a aussi permis d'être un tremplin sur les mêmes éléments qui ont été présentés. Je pense qu'on est un peu tous dans la même mouvance d'essayer de structurer des unités de soins de support pour essayer de justement faire vivre des parcours vraiment de soins de support complémentaires, des parcours de traitement, on va dire, techniques, qui sont complémentaires au profit du patient. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai écrit? Défendre le développement organisé et pluriprofessionnel des soins de support. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord avec ça. J'ai fini quand même sur le retour des patientes. J'en ai croisé quelques-unes ces dernières semaines où je leur ai demandé alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vraiment ça vous a paru pertinent? Et oui, globalement, il n'y a pas de surprise, elles en sont ravies. C'est quand même quelque chose qui vient combler. Alors, et là, je parle aussi de territoires ruraux qui n'ont pas forcément les mêmes richesses d'accès que tous les territoires ailleurs. Mais ça peut être vraiment un vrai manque d'avoir ces propositions et qui peuvent être aussi des propositions existantes mais non financées. Donc pour moi, je considère quand même que les patientes en étaient très contentes. La question sur la possibilité de poursuite de l'APA est une question récurrente. Donc je pense que ça rejoint un peu tout ce qui a été dit, l'importance de construire des réseaux, de se rendre ouvert et disponible pour les construire et d'essayer d'envisager une couverture territoriale de tout ce qu'on a discuté parce que il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des territoires qui sont très excentrés et que le désenclavement c'est une vraie problématique parce que, et là je ne l'ai pas écrit noir sur blanc mais j'aurais dit, un des gros freins à tout ça, ça reste le kilométrage parce que on a beau vouloir faire des choses très intéressantes, très bien, très belles, très bien ficelées, quand les gens mettent 1h30 pour atteindre l'hôpital, ils ne viendront pas parce qu'en fait c'est fatigant, ils sont fatigués, c'est compliqué. Donc d'où le fait d'avoir fait un topo pratico-pratique en espérant que dans quelques temps ce sera des CPPS, des MSP, des soins de support à proximité qui porteront encore plus ces projets parce que je pense que c'est là où on est le plus aidant pour nos patients, d'être au plus près de leur domicile. Voilà, et donc le retour personnel, ne pas oublier que sur ce type de projet, le temps de coordination il est important et que sans ça, ça ferait. Alors c'est difficile de clôturer les 20 ans de OncoPL. Je ne vais surtout pas revenir sur tout ce qu'on a vu depuis 2 jours. Je vais axer mon propos sur la place d'une association de patients pour mettre en place et promouvoir les soins de support. D'abord, je vais faire un petit retour en arrière pour vous dire qui je suis. Quand on m'a diagnostiqué un cancer du sein en 2015, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête et j'ai commencé les traitements sans le sentiment d'avoir besoin d'être accompagnée. J'habite près de La Roche-sur-Yon, j'ai été suivie à Nantes. Même si on m'a parlé des soins de support à l'époque, je n'ai pas entendu, parce que pour moi, l'hôpital c'était aller me soigner. Je n'allais pas refaire des kilomètres pour aller faire autre chose que le soin. Au même moment, on m'a parlé par hasard des ateliers bien-être de la Ligue contre le cancer à La Roche-sur-Yon. Mais encore une fois, je n'avais pas envie d'aller m'entourer de gens malades, qui plus est pour aller à un atelier de rigologie au moment même où la chirurgienne m'annonçait une mastectomie. Donc de mon côté, je continuais la course à pied et la marche, seule ou avec mes amis. En fait, je voulais faire des choses pour me sentir vivante, alors que les traitements me rendaient malade pour me garder vivante. Le parcours de soins est malheureusement devenu chaotique après la 5e chimio, et souffrant d'une perforation colique, j'ai été hospitalisée 32 jours. J'étais au fond du trou. Pendant cette période très noire, j'ai vu la psychologue une fois, la socio-esthéticienne une fois et la sophrologue une fois. Ensuite, une fois rétablie, pendant mon parcours de soins, j'ai rencontré Margaret, ma kiné, et en fait, on partageait le même constat. En Vendée, il n'existait pas de collectif ressources pour les femmes touchées par un cancer. Il manquait un lieu en dehors de l'hôpital pour se rencontrer, pour partager et oser des choses au-delà de la maladie. À ce même moment, je me formais aussi à l'Université des patients, à Sorbonne Université à Paris. Et un diplôme universitaire m'a permis de transformer mon expérience de malade au service des autres. 120 heures de formation pour prendre le recul nécessaire sur mon vécu, pour apprendre à vulgariser le jargon médical et pour apprendre à écouter les autres. Alors Cocoon,
C'est un espace, celui qui manquait en Vendée, mais nous avons commencé à l'imaginer dans une maison à Mouilleron-le-Captif. Nous disposions d'une salle assez grande, d'un salon et surtout de facilités de parking. Nous avons d'abord recensé les besoins des femmes qui venaient en séance de kiné. Leurs besoins étaient clairs et précis. De l'activité physique, du bien-être, des moments ensemble pour partager, pour vider son sac aussi, des moments créatifs, des moments conviviaux. Nous sommes partis de rien. Une subvention de 300 € au démarrage de la part de la municipalité de Mouilleron-le-Captif. On a chiné des meubles et des intervenants sont venus bénévolement. En fait, la maison Cocoon, on en rêvait, mais on l'a fait. Depuis 2019, Cocoon accompagne les Vendéennes concernées par un cancer dans un lieu de vie chaleureux où les femmes se sentent accueillies et attendues. Alors, on leur propose des ateliers qui permettent de se réapproprier son corps, de gérer les émotions, d'adopter une hygiène de vie équilibrée et surtout, on l'a dit aussi, de se projeter dans l'avenir et de favoriser la résilience. En 2022, Cocoon, ce sont minimum 4 ateliers par semaine, 10 intervenantes et 76 bénéficiaires. L'association, elle vit depuis le premier jour par, pour et avec les adhérentes. Les activités sont définies avec elles et l'écoute reste une valeur essentielle pour nous. Alors elles viennent dès l'annonce, pendant les traitements ou après les traitements. Elles viennent à des ateliers collectifs, des rencontres très régulières, des ateliers variés qui sont proposés par des professionnels formés. En fait, je vais vous dire un secret. Elles ne savent pas qu'elles font des soins de support, selon un référentiel des définitions. Elles viennent pour mieux vivre le cancer avant tout. Je vais vous parler de Sophie, 42 ans. Elle a débarqué en Vendée en septembre 2022 depuis la région parisienne. Elle est secrétaire de direction. Elle suit son conjoint qui est muté. 3 jours après son arrivée, son gynéco parisien lui annonce que la mammographie n'est pas bonne. Sophie se fait opérer dans un hôpital qu'elle ne connaît pas, dans une région inconnue. On lui a prescrit des séances de kiné après sa tumorectomie. Elle a vu l'affiche dans la salle d'attente chez la kiné. Elle a commencé la radiothérapie hier. Et elle se réjouit car le traitement de radiothérapie a lieu l'après-midi et elle peut venir aux ateliers Cocoon. Elle vient faire de l'activité physique adaptée 3 fois par semaine. Et elle me dit en rigolant qu'il y a une meilleure ambiance et une meilleure empathie entre femmes malades que dans le réseau de cadres en recherche d'emploi dont elle fait partie. Je vais vous parler de Sylvie, puéricultrice à la retraite. Elle vit seule en campagne, au bout du cul du monde. Elle a fini les soins. Sylvie a été délaissée par ses amis. Elle se retrouve seule, avec des envies de challenge, de projets sportifs, de contacts réguliers. Sylvie vient ramer à Cocoon. Sylvie souhaite participer au championnat de France à Viros fin janvier. Je vais vous parler de Marie, qui est arrivée à Cocoon après un bref passage par la Camille. Elle est sportive depuis longtemps, Marie, mais depuis 1 an, elle vient faire de l'activité physique à Cocoon. Elle ne se voyait pas rejoindre une salle de sport en plein parcours de reconstruction mammaire. Je vais vous parler de Victoire, qui a eu un cancer rare du péritoine et 2 récidives. Victoire est arrivée dans l'association sur les conseils de la kiné. Elle était toute repliée sur elle-même. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir à la marche du mercredi car elle était incapable de marcher 500 mètres. Elle a rencontré l'enseignante à pas. Elle a commencé tout doucement. Elle a progressé à son rythme. Elle a retrouvé confiance en elle, en son corps. Victoire randonne aujourd'hui facilement entre 10 et 12 km. Elle a retrouvé le sourire. Elle est une autre femme. Victoire, elle est polyglotte. Elle a proposé des ateliers d'anglais aux femmes de l'association. Elle a tellement aimé l'expérience qu'elle s'est formée à l'enseignement du français aux étrangers. Et après 6 ans éloignée de la vie professionnelle, Victoire accepte une mission d'enseignement du français à des femmes ukrainiennes. Elle commence lundi. Je vais vous parler d'Odile, jeune retraitée. Odile sort très peu. Elle a eu très peur pendant la période Covid. Odile, elle vient à l'atelier collectif nutrition et hormonothérapie. Elle a en amont préparé ses questions sur le traitement, les effets secondaires. Elle partage ses ressentis avec les autres. Des trucs, des astuces qui sont données par les autres participantes la motivent. Elle me dit à la fin de l'atelier que maintenant elle a compris comment fonctionne le traitement d'hormonothérapie et qu'elle se sent motivée à continuer, à prendre le comprimé qui lui rappelle tous les jours qu'elle a eu un cancer. Je vais vous parler de Micheline, 72 ans, qui vit seule dans le bocage vendéen. Elle a fini ses soins. Elle a besoin de parler, de rencontrer des gens.
Elle fait 50 km pour venir à un atelier d'art-thérapie. Elle se laisse surprendre car elle ne connaît pas l'art-thérapie. Elle découvre, elle se découvre. Elle échange volontiers avec les autres participantes et elle se sent plus légère au moment de partir. Ça fait du bien, me dit-elle, je me sens moins seule. Ça fait du bien de vider son sac un peu trop lourd parfois. Je vais vous parler d'Elisabeth, 44 ans. Elisabeth, elle est presque maman solo de 2 jeunes filles de 7 ans. Son mari travaille à 800 km de la maison. Elle a vécu ses soins toute seule. Elle a envie de reprendre son travail, mais pas comme avant. Elle a besoin de temps pour elle, pour faire le point, se poser les bonnes questions, se faire du bien. Elle adore et elle adhère à l'art-thérapie et ça la calme. Pendant 1h30, elle réussit à arrêter les pensées incessantes. Elle repart plus apaisée avec des idées plus claires. Je vais vous parler d'Agnès, 42 ans, atteinte d'un cancer métastatique. Elle a découvert Cocoon via les réseaux sociaux. En sautant le cap, elle a pu petit à petit s'intégrer parmi d'autres femmes qui avaient le même point commun, le cancer. Et elle déclarait « Nous pouvons parler de nos ressentis sans jugement, nous comprenons car nous vivons toutes la même chose. Nous pouvons rire, pleurer. Cocoon nous permet de retrouver du lien social, participer à différentes activités selon nos envies, notre fatigue. » Agnès a participé aux activités physiques adaptées, à la sophrologie, à la rigologie. Agnès est décédée début juillet. Je vais vous parler de Anne, 44 ans. Anne est porteuse du gène BRCA et au moment des examens précédents, la mastectomie prophylactique, zut, un cancer est déjà logé là. Anne a écrit sur le livre d'or. Quand le cancer te tombe dessus, ben t'es jamais vraiment prête. Cocoon, ce sont des sourires, des activités qui te font te bouger, beaucoup de bienveillance, des parcours de femmes, des échanges avec des expertes du sujet, sans jamais se prendre la tête. Et finalement, je vais vous parler de Cathy, 47 ans. Elle dit qu'elle a eu de la chance, parce qu'elle a simplement eu une mastectomie, sans chimiothérapie, sans radiothérapie. Elle prend son traitement d'hormonothérapie. Catherine n'a pas accès aux soins de support. Elle n'a pas accès à la sophrologie, ni à la socio-esthétique, car elle n'a pas eu les traitements lourds. Cathy vient 2 fois par semaine à l'association, pendant tout le temps de son mi-temps thérapeutique. Yoga, pilates, socio-esthétique, nutrition, tout l'intéresse. Elle songe à la reconstruction mammaire. Elle aimerait bien passer à autre chose, mais la maladie envahit encore son quotidien. Elle a besoin de se sentir soutenue. À travers tous ces exemples, aujourd'hui, en fait, je voulais vous montrer que Cocoon propose un parcours d'existence. Et grâce aux soins de support, aux rencontres, au partage d'expériences et d'informations, chaque femme peut devenir actrice. Alors les soins de support, et moi je préfère les appeler les soins d'accompagnement, ils aident tant sur le plan physique, psychologique, social, ils allègent le poids du parcours médical, ils représentent une avancée majeure dans la prise en charge globale du patient, sa vie, ses besoins, ses attentes. S'évader d'un quotidien parfois difficile, rencontrer d'autres patients, échanger et s'épauler apporte un vrai bénéfice pour les patients et pour les aidants. On se sent vraiment moins seul. Les associations de patients et les patients partenaires sont des ressources essentielles qui sont complémentaires des établissements de santé. Elles ont un rôle moteur, fédérateur, autant auprès des malades que des professionnels de santé. Les associations de patients doivent être connues et reconnues au sein des réseaux des prescripteurs, les pharmaciens, les kinés, les infirmiers libéraux, les médecins traitants. Elles peuvent accompagner et orienter les malades vers les soins de support à leur disposition. Car pour l'avoir vécu, je suis bien consciente que la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas seulement au traitement. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous dire, vous n'avez pas beaucoup de temps pour les questions, parce qu'il est 16h. Mais quand même, est-ce que vous avez des questions? Alors merci déjà pour ces présentations. J'ai une question pour le docteur Noblecourt, parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est une spécialité chez vous, là où vous soignez, mais le lapsus veut que vous disiez patienteux. Et je me demandais, voilà, sur le parcours global post-cancer, moi je trouve que c'est aussi un moyen d'amener les hommes vers les soins de support, parce que même quand c'est proposé, que c'est gratuit, etc., on a du mal à les faire venir, et pourtant ils en ont autant besoin que les femmes. Et donc moi je trouve que ce dispositif, c'est la prescription en fait, le fait de prescrire à un homme un parcours d'emblée peut être une aide précieuse, et je voulais savoir du coup si vous aviez une expérience avec des hommes.
Pardon, excusez-moi. C'était pour terminer sur les notes. Donc, je ne dirai pas tout. Le lapsus, il est que effectivement, je suis donc chef de service, mais ma filière c'est l'oncocénologie et gynécologie. Donc, voilà, je traite personnellement dans mon métier de cancérologue très peu d'hommes. Donc d'où le fait que je parle de mes patientes. Mais par contre, non, justement, le parcours, on l'a ouvert et on l'a diffusé au sein de l'hôpital et justement, on essaye le plus possible de mobiliser d'autres filières. Mais je pense qu'en plus, l'exemple que vous venez de développer sur votre association montre bien qu'il y a quand même, dans les réseaux d'accompagnement associatif, de sensibilisation aux soins de support, un gros biais quand même, et que voilà, les femmes atteintes de cancer du sein ont depuis longtemps déjà, je pense, structuré ces choses-là. Et ils sont beaucoup plus sensibles et en plus plus facilement informés, je crois, par les réseaux, par d'autres méthodes. Donc elles ont aussi un facteur de réactivité qui est manifeste. Mais par contre, non, on a des hommes sur les 17 chez nous qui sont rentrés dans le parcours. Les hommes en question, de mémoire, c'est plutôt cancer public, adjuvant, des choses comme ça. Mais je pense que justement, on a en tant que praticien un travail pédagogique. Alors du coup, je vais profiter de votre question pour vous renvoyer des choses de votre topo, parce que justement, vous disiez, parfois les patients n'osent pas nous parler de certaines choses. J'espère faire partie d'une génération d'oncologues, dont mes collègues aussi sur cette estrade font partie, où on essaye justement de casser ces images d'inaccessibilité, de jargon un petit peu compliqué, pour se mettre au niveau et permettre, parce qu'en fait, les soins de support, c'est avant tout une ouverture de langage pour parler de tout ce qui concerne les gens et d'essayer de concevoir qu'effectivement, malgré le temps qu'on a, qui est faible malheureusement, à consacrer à l'immensité de la problématique, quand même ouvrir un sujet sur tout ce qui dépasse le traitement technique. Et c'est vrai que je crois qu'il y a un peu de temps à avoir pour aller mobiliser les gens sur ce sujet. Merci. Alors aussi, les soins de support, comme on l'a dit, c'est de la résilience et c'est aller chercher des potentiels et des ressources individuelles qu'on a perdues à cause de la maladie qui nous a un peu affaiblis. Et ça, c'est un truc quand même super féminin. C'est beaucoup plus difficile pour un homme d'accéder à ça dans notre société, dans notre culture actuelle. C'est en train de changer. Mais moi, en hôpital de jour de soins de support, j'observe le même ratio homme-femme. Je ne sais pas comment c'est pour vous. On reçoit 10 femmes pour un homme à peu près. Moi, je suis un homme. Je vous parler de mes expériences. On a les soins de support devant nous. Majorité féminine. C'est vrai. Non, moi je pense qu'il y a 3 freins aux soins de support. Le premier frein, c'est le médecin. C'est beaucoup plus facile pour un médecin de parler du traitement que de parler du cancer. Donc déjà, quand on va aborder les soins de support, on aborde la problématique du cancer et plus la problématique du traitement. Deuxième frein, c'est le patient. En effet, par sa pudeur, par sa timidité, par son déni parfois, et de pouvoir donner accès aux soins de support à n'importe quel moment du parcours de soins, ça je pense que c'est indispensable. Et le troisième frein, c'est le cancer lui-même. Parce qu'il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Il y a des cancers qui sont des maladies chroniques, avec des patients qui sont hospitalisés. Il y a des cancers qui sont le séisme dans la vie, issus d'un dépistage, où le patient n'est pas malade, et c'est les traitements qui le rendent malade. Et donc il faut positionner ces soins de support au milieu de ce prisme et de ces 3 problématiques. Moi, je dirais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, qui dit toujours des choses merveilleuses. Moi, je dirais que quand même, il y a aussi un frein sociétal, clairement, sur le fait que tout ce qu'on dialogue depuis tout ce temps ensemble, c'est quand même la place du malade vis-à-vis de sa maladie dans notre société et le fait qu'avant tout ce qui arrive et qu'on est ravis de voir arriver, on n'avait pas tant de solutions, et un médecin qui n'a pas de solution, il va forcément essayer de contourner les problématiques, et là de voir arriver des solutions à proposer, de dire ah oui mais en fait je sais quoi vous répondre, j'espère moi que ça va nous permettre d'aborder un peu de façon plus large les problématiques.
il y a quand même puisqu'il y a plein de tutelles ici, on va en profiter, hein. Quand même un frein financier aussi. Alors, il y a quand même un souci financier aux soins de support. C'est quand même des soins qui ont autant de valeur que des traitements qui sont certes très innovants, mais qui sont aussi très onéreux. Et il y a un moment donné où il va falloir qu'ils aient leur place, comme on dit, des soins de support dans le traitement du cancer. Donc les forfaits arrivent, hein, on est très impatients de tout ça. Et en même temps, il ne faut pas trop médicaliser les soins de support. Nous, on en a parlé avec la Cité des Soins, mais Madame Dugas en a parlé avec Cocoon. C'est en dehors de la structure de soins. Et c'est souvent important que ce soit en dehors de la structure de soins. Les soins de support, ils sont là pour rendre le patient acteur de sa prise en charge. Ce n'est pas une injonction thérapeutique, ce n'est pas une nécessité de le faire. Ça peut même devenir contre-productif si on en fait quelque chose qui est indispensable. C'est quelque chose que l'on propose pour que le patient soit acteur. C'est ce concept, je suis très attaché, de la médecine intégrative. Pour répondre, donc, je vous ai donc affiché la somme qui a été allouée, qui a été versée au premier semestre 2022 à tous les promoteurs. C'est une somme conséquente qui est loin d'avoir été utilisée pour proposer le développement des soins de support, puisque du coup, il n'y a pas eu autant de patients inclus, mais pour autant cet argent a été versé aux différents promoteurs. Et ensuite, comme on a eu l'occasion d'échanger avec l'INCa, moi je voulais vraiment approfondir avec l'INCa ce sujet, puisque je le découvrais, et j'ai posé la question de clairement, est-ce que ça nécessite une prescription médicale? Après tout, allons jusqu'au bout. Donc j'ai posé la question. Et comme c'est un dispositif, ce démarrage est porté par la loi de financement de la sécurité sociale et donc par la sécurité sociale, seule la prescription va emporter le financement. Donc il faut bien que ça démarre de cette manière-là. Et je pense qu'avec tout ce que vous avez présenté cet après-midi, c'est évident que ça doit s'élargir et que ça doit être un droit. Moi je considère que c'est un droit.